Bonjour ou bonsoir et re-bienvenue ou bienvenue aux Exclus, podcast d'analyse de Survivor, la fameuse télé-réalité sur un île perdue, on s'élimine et tout. Et aujourd'hui, on parle un peu en retard, mais non la moindre, de la fameuse finale de Survivor 50 de US Hands in the Hands of the Fans. Je suis Christian Ladusseur et je suis accompagné de Raph Mérette lui-même. Comment ça va, Yes. Raph? Euh, ça pourrait aller mieux. Je pense que ceux qui nous suivent depuis un petit moment déjà, puis par le fait qu'il n'y a pas encore une fois de vidéo aujourd'hui, comprennent ou savent que je suis encore dans les gros travaux de rénovation suite à un dégât d'eau chez moi. C'est toujours pas réglé, malheureusement. C'est sur la fin, mais c'est toujours pas réglé. Et parce qu'un problème ne vient jamais seul, je suis tombé vraiment malade hier. Super. Fait que vous entendez peut-être ma voix un peu enrhumée. Donc en ce moment, pour vous faire l'image, vu que vous la voyez pas, je suis assis dans mon lit avec mon laptop, mon micro à la main, avec ma console de son branchée à côté par un câble USB. C'est le podcast le plus pas rapport que j'ai enregistré de ma vie. Mais on s'était dit, moi et Christian, qu'on allait trouver des manières de faire fonctionner ça quand même pour ne pas prendre plus de retard qu'on en avait déjà. Donc on s'adapte. Yes. Yes. Il faut ce qu'il faut. Il faut ce qu'il faut. Et Exact. là, il faut parler de la finale de Survivor 50 parce que ça fait un petit bout. Là. Ça fait quoi, 2 semaines que Ça va c'est bientôt faire passé? 2 semaines, ouais. Il a là, il a là. Ich. Ouais, ouais. Fait qu'on est dû, on était dû. Fait qu'on est là pour ça. Si jamais vous l'avez pas vu encore, euh, ce que je doute, là, si vous êtes ici, Je- ben, vas-y. Mais je pense que c'est la première fois de notre vie où un avertissement de spoiler est pas nécessaire. Ouais. Sûrement que ça a déjà été tout spoilé par Jeff Probst. Mais, ouais, si vous avez pas vu la finale, puis que vous voulez vraiment l'écouter avant d'écouter notre podcast, ben, c'est là qu'on vous dit d'aller l'écouter. Sinon, nous, on va se lancer dans l'analyse. Donc, ils étaient 5 au début et finissent à un Final 3 avec plein de décisions de la finale que les fans ont choisi à 100%. Hein. On a tous voté pour toute la même style d'affaires que d'habitude. Euh, Parce que c'est ça qu'on aime, la même chose saison après saison. On Ouais, n'aime exact. pas ça. Après un New On n'aime Era pas où ça le tous les fans. changement. Là. Non, c'est ça. Après un New Era où les fans ont pas arrêté de dire, hey, on est tanné de voir la même saison back to back to back, puis tout se mélange. On voulait clairement que la saison Célébration 50, d'où on avait un choix sur le déroulement, on voulait la même affaire. Là. Mhm. Ouais. Saison haut en couleur, haut en personnage et haut en plugage de célébrités par rapport. Oui. Et la finale n'a été non la moindre de ça. Hein. On a eu un retour du Fire Making Challenge, que je suis pas mal sûr que tout le monde a voté pour. Motion pour le top 4 que tout le monde a voté pour. Et un Final 3 et un Reunion Show qui a pas eu de réunion, que c'était juste de jaser et de faire des gros fumbles pour être certain qu'on revienne pas avec cette formule-là dans les prochaines épisodes, dans les prochaines saisons, je veux dire. Ouais, c'est. Honnêtement, je pense que. Je sais pas si je t'avais texté à ce moment-là ou le lendemain de la finale quand on l'écoutait, puis je t'avais texté, genre, quand on a vu l'erreur drastique en question, Mhm. dont on va parler là, dans pas trop long, mais je me garde une petite gêne pour pas spoiler l'analyse tout de suite. Mais je Il t'ai faudrait écrit, puis pas, là. j'étais comme, bon, ben, on vient de se garantir de plus jamais voir de live show à Survivor pour le restant de la run de l'émission. Yep. Yep. Après ça, je pense qu'ils ont bien géré ça, somme toute. Oui. Euh... God damn. Genre, je savais que toi, tu l'écoutais pas en live. Ouais. Fait que j'ai texté d'autres mondes que je savais qui l'écoutaient de comme durant la pause, juste après le spoil de Jeff en live, j'étais comme, on vient-tu juste de se faire spoil la finale, genre qui fait la finale à 100%, genre? Quand ils ont essayé fort de mettre de la tension de qui va gagner le Fire Making Challenge, puis ils sont comme,
Non, viens-t'en, on va t'interviewer avant de le voir. Mais c'est ça en plus, ce moment-là était tellement bizarre parce que, genre, je vois l'entrevue, je suis genre, wait, what? Ah, ok, puis là j'étais comme, ah, ok, ils font peut-être un petit spot avec les deux qui font le firemaking pour Ouais, justement un peu mettre l'attention, créer un peu de build-up, expliquer comment, c'est quoi leur thinking à ce moment-là, sans confessionnal. Je veux dire, tant qu'à profiter d'être en live, profitons-en. Tu sais, j'étais comme, ok, comme. Puis là, il dit, va t'asseoir sur le banc. J'étais comme, wait, what? C'est là que j'ai réalisé qu'il y avait de quoi qui marchait vraiment pas. Puis j'ai vu la face de la personne à ce moment-là. Puis tu vois les points d'interrogation. Puis la panique dans ses yeux. J'étais comme, oh, something bad just happened. ouais, ouais. Puis après ça, les milliers de clips qui sont sortis de tout le monde dans la foule qui ont filmé le moment. Ouf. De comme, oh, qu'est-ce qui se passe? Fait que t'as genre 15 points de vue différents du fumble. Et même durant la pause que Jeff, il drop un F-bomb juste comme, ah, j'ai fucked up. Ah, il a drop un F-bomb. Oui, il a drop un F-bomb pendant la pause à Ah, la foule. lol. De comme, ah, c'est ma faute, j'ai fucked up, puis sorry. Non, écoute, puis tu sais, honnêtement, à la limite, je vois même pas. Tu sais, oui, c'est bad, mais comme. Puis tu sais, je pense que les deux, on a fait assez de logistique, de trucs, d'événementiel, de shows, puis d'affaires de même Mhm. pour savoir à quel point c'est extrêmement complexe. C'est pas une excuse, mais je pense que ça me permet d'être peut-être un petit peu plus empathique parce que dans l'organisation d'un show comme ça, puis de Mhm. tu sais, jouer entre. Il y a tellement de moving parts, il y a tellement de personnes impliquées dans un projet comme ça que pour que tout aille parfaitement bien, ça relève quasiment du miracle. Après ça, comme je dis encore une fois, ça excuse pas, mais ça me permet d'être un petit peu plus empathique sur le fait que je suis comme, hey, lui, il devait capoter à ce moment-là. Tout l'effort qu'ils Ouais, mettent là-dedans 100%, là. pour juste chier dans la pelle, si vous me permettez l'expression, devant la ligne d'arrivée. C'est comme être à Survivor puis perdre un Fire Making Challenge. Quand t'arrives au bout, tu penses que tu l'as, puis finalement tu trébuches à la fin. Tu sais, comme. Ouais. C'est juste dommage parce que je pense que le concept d'un live reunion show pourrait être le fun, pourrait être quelque chose. Tu sais, ça a été quelque chose qui a fait partie tellement longtemps de l'ADN de Survivor, puis qui était tellement apprécié. Puis je trouvais que ça. En fait, c'est les dernières saisons nous prouvaient à quel point le faire une espèce de patentage de réunion directement après la finale, puis le vote, puis le dévoilement du gagnant ou de la gagnante aux îles Fidji. Mais ça laissait pas assez de temps à la game de retomber, puis aux émotions de digérer, puis aux choses d'évoluer pour avoir des conversations qui étaient comme plus signifiantes par rapport à la saison. Mhm. Mais là, avec un événement comme celui-là, puis juste l'ensemble de la finale puis de la réunion qui était un petit peu weird, un petit peu quasiment, on aurait dit botché juste pour dire que les gens ont voté ça, fait qu'on doit le faire, mais ça nous tente pas de le faire. Mhm. C'est tout l'ensemble de l'œuvre me fait dire que comme on n'en verra plus jamais, puis ils ont comme fait une croix là-dessus, puis ça leur a juste donné comme l'excuse parfaite pour canner les réunions de show pour de bon, puis je trouve ça dommage au final. Ouais. Je pense que c'est vraiment plus au niveau du network qu'eux, ils aiment pas ce genre de fumble-là. Plus Ouais. que le show en soi. Tu sais, je pense que le monde, au final, a trouvé ça cocasse, comique. Les personnes impliquées, la même affaire. C'est juste comme, hey, ça fait partie de l'histoire maintenant, puis Ouais. c'est drôle. Puis on en revient, puis on passe à d'autres choses. Mais ouais, le network, c'est vraiment le genre de trucs qui sont comme, ouais, ben vous êtes pas bon. Fait qu'on va plus jamais faire ça. Ça coûte ben trop d'argent pour que vous ayez faire ça en live devant tout le monde. Ouais, puis je peux comprendre cet aspect-là. Après ça, le contre-argument de ça, c'est au contraire, quand l'erreur est humaine. Survivor est un show où on voit des gens commettre des erreurs dans le jeu constamment, Mhm. puis c'est comment t'apprends ça, comment tu t'améliores, comment tu te relèves de ça, ou comment tu roules avec les coups, puis tu continues d'avancer. Puis la leçon que, si exemple, ils décident de canner ça, ou le network décide de canner les reunion shows, les trucs live de Survivor, peu importe, ben c'est l'impression que ben, quand tu fais une erreur, t'as pas de deuxième chance, puis tout bad so sad, puis tu vas te promener, tu sais. Fait qu'au final, je trouve ça un peu dommage. Puis on l'a vu je prends un exemple un peu par rapport, puis une grosse parenthèse un petit peu dans laquelle on part, mais euh, les exemples, les célébrités qui sont parodiées dans South Park, celles qui ont qui ont le mieux, entre guillemets, survécu à leur parodie de South Park, c'est ceux qui l'ont pris en riant, puis en comme embarquant dans la joke. Tandis que tous Mhm. ceux qui se sont braqués, puis qui se sont brusqués contre ça, ben généralement disons que l'opinion publique des fois se retournait contre elle ou ça a été comme ça créait plus de problèmes au final que juste de rire de la blague ou à la limite faire comme ok à la limite c'était pas drôle mais on passe à un autre appel, de l'ignorer à la limite.
Ouais. Mais de comme se braquer face à ça, c'est souvent la pire des réactions que tu peux avoir. Fait que on sait pas ce que le network va faire. Là, on s'entend qu'on spécule par rapport au live show puis au reunion show puis tout ça. Mhm. Mais disons que ça augure pas bien. Non. Bon, est-ce qu'on se lance dans l'analyse stratégique de cette finale? Euh, Yes. donc, je rappelle, ce top 5, on a Jonathan, Rizzo, Joe, Tiffany et Aubrey. Un top 5 un peu funky pour la popularité générale de qui est présent. Ouais. Hein, on a Joe Jonathan qui sont pas super appréciés cette saison-ci niveau public de ce que j'en déduis. Rizzo qui est le underdog de underdog, que le monde sont quand même down pour lui, mais peut-être pas down qui gagne. En tout cas, pas autant que moi. On a Tiffany qui a eu un edit de marde et qui, en fin de saison, pop-off et tout, mais va peut-être manquer de temps. Et Aubrey, la seule et dernière old schooler qui s'est fait rob et qui pourrait se voir gagner ce 2 millions de dollars possiblement haut la main. Fait qu'on s'en va dans une finale avec cette sensation-là, avec cette lecture-là, disons, de l'opinion publique. Mhm. Ouais. Et veux-tu nous dire qui est la première personne éliminée de la finale? Ouais, on peut y aller comme ça. Donc, en fait, la première personne qui va quitter de l'épisode, donc la personne qui perd en 5e place de la saison, va être nulle autre que la personne que j'avais prédit pour gagner la saison en Ouais. amont de cette finale-là. Nulle autre que Tiffany, qui malheureusement se fait éliminer de façon, je crois, sauf erreur de ma part, unanime. Ouais, Euh, 4-1. exact. Donc, c'était probablement la joueuse qui se démarquait le plus dans ceux qui restaient en Mhm. termes de chances de gagner, en tout cas à mon évaluation personnelle. Puis je pense que c'était une vision que tu partageais aussi. Ouais. Beaucoup d'amis sur le jury, une game qui, sans être exceptionnelle, je pense, était bien positionnée puis était juste 95% du temps. Avec une bonne game sociale, des capacités de gagner les épreuves au moment où il fallait, et un jeu stratégique un peu en flottement, mais qui lui permettait quand même d'éviter d'être la cible quasiment toute la post-fusion. Puis au final, on dit souvent que tu as besoin d'être la dernière menace restante à la fin, et non d'être la meilleure menace, puis la plus grosse menace tout au long de la fusion. Mhm. Puis je pense qu'elle était arrivée à être la plus grosse menace restante un vote trop tôt. Ouais. Puis c'est ça qui lui a coûté malheureusement la défaite à la fin. Ouais, parce qu'elle s'est battue fort, peut-être un peu trop fort, parce qu'elle était vraiment fâchée du départ de Siri. Ouais, vraiment. Mais, tu sais, l'argument pour la sortir, ça a surtout été, ben, elle peut gagner sa place jusqu'à la fin. Puis, c'est sûr que le jury vont mettre de l'avant sa game au niveau de son adaptation, au niveau de ses efforts personnels qu'elle a fait pour se garder dans la game. Fait que c'est sûr que c'est une menace pour tout le monde, puis je pense qu'elle avait raison jusqu'à un certain point. Mais après ça, elle était comme, ben, Aubrey, c'est la seule dernière old schooler. Fait que ça lui donne un agenda différent. Elle a plus de saisons, ben plus de jours que nous tous réunis ou presque, là. Euh, Puis elle a beaucoup d'amis dans sa vie, dans le jury, tu sais. Ouais. Non, 100%. Je me pose la question si Tiffany avait été en finale avec un Jonathan puis un Joe, peu importe qui, à la place de Aubrey, est-ce que justement le vote qui a été quand même finalement plus important vers une direction ou d'autre, peu importe quoi, si elle avait été dans le top 3 avec d'autres joueurs, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un scénario où les votes auraient été plus divisés? Ou est-ce que son style de jeu, autant que nous on l'apercevait comme la plus grosse menace restante, est-ce que c'était réellement le cas? Est-ce qu'elle était la plus grosse menace ou non? Je me posais juste la question parce que je me disais que ça pouvait peut-être avoir Mhm.
une répercussion. Nous, on voit sa game d'une manière, mais peut-être que je pourrais imaginer des gens sur le jury faire comme ouais, mais Tiffany avait une personnalité abrasive. Oui, elle connectait avec tout le monde, mais pas nécessairement avec moi. Est-ce que le jeu, exemple, de Jonathan ou de Aubrey, s'il se rend à la fin, exemple, avec eux ou peu importe quoi, était plus méritant que le sien? On estimait que c'était la plus grande menace, mais est-ce que c'était réellement le cas? Je sais pas. Mais ouais, son côté abrasif, je pense que ça y a nuit également à convaincre les gens au Final Ouais, Five de side avec elle un vote de plus. ouais, possible. De comme. Elle était vraiment frue, puis elle mettait ça de l'avant, puis elle se gênait pas, elle avait pas de filtre, puis. Tu sais, d'aller voir un job de basically genre chier sur Aubrey. Joe, c'est pas le genre de discours qui est down pour, tu sais, qui est comme Ouais. ah oui, ok, j'achète, ça fait du sens. Il est comme moi, non, je m'en fous, c'est toi qui est plus une menace. Moi, je peux gagner une épreuve plus facilement si t'es pas là. Ouais. Puis c'est pas faux, tu sais. Je pense qu'en fait, c'est peut-être aussi un des aspects, comme tu dis, qui a peut-être plus coûté sa game, c'est ça, c'est que les gens étaient comme tu as plus de chances à gagner d'immunité qu'Aubrey. LOL. Oui. Mais mais après ça, ouais. Je pense que tu as raison avec son approche. Son approche était trop brusque, son approche était peut-être pas assez ouverte et pas assez en fait, je dis ça puis je sonne peut-être un peu décousu, mais c'est que je réfléchis un peu à tout ça puis je me dis je pense que peut-être qu'il y avait rien qui pouvait faire anyway. Ouais. Comme j'essaie de trouver des raisons puis des excuses de ah, peut-être qu'elle aurait pu, peut-être que dans une certaine circonstance. Puis je repense, je suis comme honnêtement, j'ai l'impression que la perception d'elle comme la plus grosse menace restante, la perception d'elle comme étant la plus grande menace dans les épreuves était comme, entre guillemets, quasiment irréfutable aux yeux des autres. Donc, puis je pense que c'est un narratif qui a été poussé, notamment par Aubrey, notamment par d'autres joueurs depuis quelques temps pour, pas la démoniser, mais un peu la rendre cette plus grande menace-là et donc faire en sorte qu'elle se rende pas à la fin. Mhm. Mais définitivement que son approche n'a pas aidé, peu importe. Ouais. Donc, moi, c'est pas mal tout ce que j'avais à dire sur Tiffany. Et cette ronde-là, ben cette ronde-là quand même a été marquée par une épreuve qui aurait pu vraiment basculer dans une autre direction. Oui, c'était vraiment serré. Ah oui, c'est vrai. Super serré entre elle et Jonathan sur la dernière pièce du puzzle. Ouais. Jonathan a même pris le temps d'aller vomir. Il est revenu, il a fini son puzzle. Puis après ça, il a fait du genre de breakdance par terre. Honnêtement, cette finale-là était unhinged. Ouais, On a- c'était weird. va vomir, finit son puzzle à temps, puis après ça se fait à mettre le worm sur la plateforme pour célébrer. J'étais comme, mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Mais c'est fou, tu sais, ça me fait me dire, tu peux te battre comme un malade dans ce jeu-là, puis tu peux faire tous les moves que tu veux, avoir la meilleure game possible, puis tu peux quand même te retrouver à une pièce de puzzle short, puis que tout ton château de cartes s'écroule, tu sais. Puis autant que je suis de la mentalité que les épreuves jouent pas un aussi gros rôle que ça dans les saisons, puis devraient pas jouer nécessairement un énorme rôle dans qui mérite de gagner une saison ou peu importe quoi. Ça me fait quand même réaliser que cette capacité-là d'avoir la victoire qu'il te faut au moment qu'il te faut est quand même très 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 clé pour gagner une saison. Là. Ouais, ouais. C'est pas impossible de le faire sans gagner, mais c'est sûr que ça aide. Ça rend ça plus difficile en tout cas. Ouais, définitivement. Donc, Tiffany qui se fait éliminer unanimement 4-1 et qui rejoint le jury, mais non la dernière, parce qu'on a une finale à 3, donc il manque une dernière personne à aller la rejoindre et rejoindre tous les autres. Et ça va se passer au Farm Making Challenge, qu'on a parlé plus tôt déjà, Ouais. qui est de retour pour la 15e saison d'affilée. Ouais. Super. Tu sais, comme on en a parlé beaucoup là, du Fire Making Challenge saison après saison. J'ai rien contre. Je suis quasiment pour, mais c'est que ça prend tellement de place, puis. Ouais.
Mais tu sais, je pense que le firemaking comme principe est pas mauvais. Je pense que c'est Non. un... Je pense que c'est un moyen intéressant de rajouter une petite couche d'autodétermination de ta fin. Tu sais, rendu au top 4, tout le monde a des chances de se rendre en finale. Puis les meilleurs joueurs, puis les meilleurs survivants vont avoir l'opportunité de se sauver une dernière fois. S'ils ne sont pas sauvés eux-mêmes avec l'épreuve d'immunité, puis ou même dans les cas extrêmement rares, mais qui sont déjà arrivés, d'être la personne qui se fait amener et gagner quand même. C'est déjà arrivé. Ouais. Donc, ça permet aux joueurs qui sont savants de trouver d'une manière ou d'une autre de gagner ou de se donner une opportunité de gagner de plus. Puis ça, je suis pas contre à la limite. Je pense que quand t'es rendu au top 4, ça joue tellement du coude que je pense que rendu là que le meilleur gagne. Par contre, mon problème avec ça, c'est la répétition. Mhm. Puis ça a été l'enjeu de toute la nouvelle ère de Survivor. Ça a été un enjeu qu'on voit toutes les saisons un peu essayer de se battre pour éviter. C'est comment tu fais pour ne pas devenir redondant. Puis, tu sais, au final, ça revient au même principe de dire qu'il faisait un top 3 ou un top 2 à la fin, mais que l'épreuve finale était tout le temps la même. Tu sais, je pense qu'on trouverait ça redondant, puis on se tannerait après à la longue. Mais je pense Ouais. que c'est plus ça. L'écœur en titre n'est pas tant du Firemaking Challenge comme étant le principe, mais étant, tu sais, parce que je pense que le duel entre les deux dernières personnes qui restent pour essayer de gagner leur place à la finale, je trouve que c'est quand même excitant comme principe télé, comme principe de Ouais. jeu. Ouais, vraiment. Mais je pense que le fait que c'est un Firemaking Challenge, saison après saison, depuis 15 saisons maintenant, ben c'est là où on se tanne. En tout cas, moi, c'est Ouais. là où je suis tanné, où je me dis peut-être que on peut garder ce principe-là, mais le faire évoluer. Mhm. Ouais, pis tu sais, j'ai rien pour l'avoir in and out, genre, de... Vous savez pas cette année si il y a une épreuve de feu ou si c'est un vote. Ouais. Tu sais, de garder tout le temps le monde sur le bout de leur siège. Puis, je trouve qu'il y a de quoi d'intéressant de faire de la stratégie rendu au top 4 de comme, hey, moi, je veux vraiment aller au Fire Making Challenge, fait que je vais m'assurer qu'il y ait une égalité. Ah ouais, que ça passe par un vote. Ouais, Hmm. que ça soit, tu sais, parce que le Fire Making Challenge va pas disparaître en soi, là, ça va rester le tiebreaker dans tous les cas, là, Ouais, ouais, ouais. d'un double vote égal. Mais de faire comme, hey, genre, je veux me rendre là, je veux faire cette épreuve-là. Je serai jamais capable d'avoir la majorité, mais je suis peut-être capable de convaincre une seule personne de voter avec moi. Comme ça, c'est ex aequo. Puis je peux aller affronter qui je veux. Là, tu sais. Je Ouais, trouve ça beaucoup c'est un plus bon point. intéressant de rajouter de la stratégie là-dedans au lieu de faire comme ben, on va attendre que la personne choisit, puis on va se pratiquer toute l'après-midi. C'est vrai que c'est un bon point que tu amènes, que les après-midi post-épreuve, où là, tu vois juste deux personnes. Tu sais, puis en plus, je sais pas si tu as remarqué, là, mais c'est tout le temps un peu le même pattern de genre, une personne est vraiment bonne, une personne est à chier. Ouais. Ah, peut-être que la personne à chier va être capable finalement de remonter. Puis la personne dominante commence à stresser. Puis là, whoop, finalement, soit que c'est en effet revirement de situation, puis le underdog gagne, ou bien souvent, ben, la personne qui est bonne à faire des feux, 95% du temps va le rester quand ça va être l'épreuve des feux. Puis on sait Ouais. déjà ce qui s'en vient. Fait que, puis honnêtement, on a vu bien souvent des épreuves du feu qui duraient 35 secondes, une minute et demie. C'était un massacre, puis t'es comme, oh, tout ça pour ça, tu sais. Mhm. Fait que, moi, à la limite, je me dis, fais en sorte que ton, tu sais, exemple, que c'est une épreuve finale en deux étapes où t'as quatre personnes. Euh, la gagnante de cette épreuve-là, ben, achète son billet en finale, peut amener une personne avec elle. Fait que il y a comme une punition à pas avoir gagné de peut-être te faire décrédibiliser ton chemin vers la fin. Puis Mhm. entre les deux personnes finales qui restent, ben, ils font un défi un peu d'endurance épique à la Survivor dans les bonnes vieilles années ou même au début de Survivor Australia où leurs épreuves finales, c'est comme une espèce de grosse épreuve d'endurance un peu plus old Ouais. school de genre. Tenir une poutre pendant 12 heures. Ouais, bah peut-être pas 12. Mais tu sais, je comprends les contraintes logistiques de pourquoi on peut pas nécessairement faire ça. Mais, tu sais, il y a une manière de rendre cette finale-là tellement épique. J'ai des souvenirs d'avoir des frissons en regardant des saisons où l'épreuve finale, si tu vois que c'est une bataille d'endurance,
où les joueurs qui restent là-dedans le veulent tellement. Puis c'est là où, au final, on s'en accroche à ce show-là. C'est parce qu'on voit des êtres humains se surpasser, trouver des manières de s'en sortir, aller au bout de leurs ressources pour accomplir leur rêve de gagner cette émission-là. C'est ce qui nous attire à Survivor, c'est ce dépassement de soi, c'est la stratégie. T'sais, la stratégie est un dépassement de soi dans un point de vue de comment tu planifies tes coups d'avance, comment tu maîtrises un jeu. Mais même chose avec cet aspect-là dans une épreuve de comment tu pousses ça au bout, puis qui va le vouloir le plus réellement à la fin de la journée. Ça peut mener à des set pieces incroyables de visuels, ça peut mener à des moments de repoussement de soi incroyables à la télé. J'ai des images qui me défilent en tête pendant que je parle de ces finales-là, de ces épreuves-là qui sont épiques. Puis à la place, on a deux personnes qui tapent sur un silex pendant 1 minute et demie jusqu'à temps qu'il y en a un qui fasse un feu, tu sais. On dirait que je suis comme... Bon, je le positionne d'une manière qui fait que l'un est épique, l'autre est plate. Mais c'est un peu ça pareil, tu sais. Anyway. Tout ça pour dire que je suis comme... On est dû pour du changement. Puis Ouais. on va voir ce que saison 51 va nous réserver dans ce département-là. Puis on va en reparler en masse plus tard. Oui. Mais voilà pour l'épreuve du feu. Donc, avant cette épreuve-là, il faut quand même que quelqu'un remporte une épreuve. Oui. Et on a Aubrey, les 3 gars, parce que c'est basically ça qui est arrivé le lendemain de l'élimination de Tiffany. Les 3 gars sont comme, on sera à la fin les 3, on sort Aubrey. Aubrey est comme, s'il y a bien une épreuve, faut que je gagne, c'est celle-là. Et turns out que c'est Motion. Quelle surprise! L'épreuve qu'on a vue le moins ever dans l'histoire de Survivor. Au top 4 en plus. Mm-hmm. Et épreuve que Aubrey a acheté sur Etsy avant la saison et qui a pratiqué. Qui a payoff parce qu'elle l'a eu. Moi, je veux que la personne qui a vendu sur Etsy, maintenant sur sa boutique, c'est genre la personne qui a remporté le top 4 de Survivor Québec, Survivor US saison 50 a acheté ce produit. Genre. C'est sûrement même pas c'est qui Aubrey. Possible. Ouais. Mais ouais, non, c'est ça. Fait que Aubrey l'avait pratiqué et ça lui a payé. Puis comme quoi, la pratique, ça sert à quelque chose. Oui. Oui, parce que peu importe ce qu'on peut dire sur Etsy, ça risque d'être possiblement très ressemblable comme épreuve, là. Fait que tu sais, t'as quand même une dynamique de positionnement de boule, de timing, de concentration que même si c'est pas la version exacte, t'as quand même une bonne pratique ici, là. T'as juste à le faire en grosse canicule dehors, puis t'as quasiment la même affaire. Ouais, exact. C'est ça. Tu peux faire du vélo stationnaire, puis après ça, tu te mets à faire du vélo sur route, puis oui, il y a des petits ajustements, mais après ça, une fois que tu as pogné la spin, ça se ressemble, tu sais. Fait qu'au final, c'est juste de s'adapter un petit peu à cette condition-là, de le faire à Survivor, qui peut être challengeant. Mais la pratique, puis le timing ou les petits trucs que tu vas te donner vont rester. Fait qu'au final, tu peux quand même en ressortir vraiment gagnant, puis ben, on l'a vu avec Aubrey. Mm-hmm. C'est quand même comique que les 4 ont déjà participé au Fire Making Challenge dans le passé. C'est vrai. Joe a remporté le sien dans sa saison, s'est rendu en finale. Aubrey a remporté le sien après genre 50 minutes dans sa saison. Et Jonathan et Rizzo ont tous les deux perdu dans leur saison à ce moment-là. Donc ça met quand même la table pour un Fire Making Challenge important pour tous et chacun. Ouais. Et Aubrey, son choix est pas mal straightforward. Va poser des questions à Joe. Lui dit je t'apporte avec moi. Puis je vais laisser les deux autres se battre. Donc, entre Rizzo et Jonathan, un des deux devenait la première personne à perdre 2 fois au Fire Making Challenge. Ouais. Et l'autre, la première personne à gagner à son 2e, je sais plus. Là. Il y avait un moment historique là, pour les 2 options possibles. Ouais, c'est ça. La personne qui perdait devenait la première personne à perdre 2 fois un Fire Making, puis la première personne qui... Ben, la personne qui gagnait
devenait la première personne à avoir perdu un firemaking et gagné la deuxième fois. Ouais. Mais tu sais, ça, à la limite, j'ai trouvé ça intéressant parce que là, on avait un enjeu narratif où Ouais. les deux gars qui se battaient pour le firemaking avaient une rédemption personnelle. Puis j'ai vraiment connecté avec cette histoire-là. Tu sais, autant qu'on a chialé sur le firemaking pendant 10 minutes juste avant. J'adore le farmmaking. Non. Mais j'adore les histoires que Survivor peut nous raconter quand il y a des saisons justement comme ça où des joueurs reviennent, où leur historique puis ce qui s'est passé dans leur saison précédente peut revenir impacter comment ils se sentent par rapport à des situations XY de la nouvelle saison. Puis là, t'as l'exemple parfait de ça où t'as deux joueurs qui ont des choses à se prouver, qui veulent montrer que leurs échecs précédents étaient des accidents de parcours et non la fatalité qui allait les suivre pour le restant de leur carrière Survivor, tu sais. Mhm. Par contre, d'un côté, on a Jonathan qui a eu une couple de saisons pour se pratiquer, ce qu'il a fait, puis ce qu'il a montré dans la pratique. Et Rizzo, lui, a eu 2 semaines entre ces deux saisons. Fait que dans cette excitation-là d'être pris de 49 à 50, clairement que la première chose que tu penses, c'est pas je vais pratiquer à faire du feu au cas où je me rende top 4, c'est est-ce que je vais être capable de me rendre plus loin que le premier vote contre toutes ces légendes de Survivor. Ouais. Fait que, oui, tu sais, comme à chaque fois que je dis cet argument-là, le monde sont comme ah, ben il aurait pu se pratiquer durant la saison, mais en même temps, le rôle de Rizzo, ça n'a jamais été de participer au camp. Fait que je me dis, tu sais, il y a une partie de lui qui veut se faufiler, qui veut trouver une façon. Puis tu sais, c'est ce qu'il a essayé de faire avec Aubrey. Il était comme, hey, y a-tu moyen que je puisse jaser avec toi pour te faire changer ton avis? Puis il était comme, no shot, mon gars. Bonne chance, va te pratiquer. Puis il était détruit, là. Ouais. Ça marchait pas, là. Non, c'était vraiment pas un après-midi facile pour lui. Après ça, tu sais, je pense que il a peut-être surestimé ses capacités d'amadouer avec les mots. Puis il a pas réalisé qu'il pourrait revenir une éventualité où il faisait face à la même bête qui l'a terrassé la saison précédente et qui est le firemaking. Puis c'est dommage parce que je pense que Rizzo aurait pu, sans nécessairement dire qu'il gagnerait dans un top 3 contre Aubrey puis Joe, mais il aurait pu peut-être se ressortir d'une situation de là où il arrive au firemaking, il gagne, puis non seulement il a sa game qui parle pour lui, il a battu sa bête noire, fait qu'il y a comme une case de plus dans sa rédemption. Puis là, ça devient quand même un plaidoyer qui peut arriver à être intéressant face à un jury final. Peut-être pas pour gagner, mais au moins pour avoir une histoire à raconter qui lui permettrait peut-être de récolter quelques votes, voire assez de votes pour gagner. On le sait pas rendu là. Fait que je trouve ça dommage. Tu sais, comme ça, le fait qu'il soit dans 49-50 back-à-back avec 2 semaines de préavis entre les deux, mais de différence entre les deux, ça le nuit. Après ça, je me dis, puis oui, ton argument que tu dis que le monde pourrait sortir, je le pense un peu. Oui, tu peux te démerder, mais tu sais que c'est ce qui a coûté ta perte. Pourquoi pas au moins c'est d'en faire quelques fois? Je dis pas qu'il l'a jamais fait, mais tu sais, on voyait qu'il était comme déçu que ça marche pas, mais j'ai l'impression qu'il était, tu sais, il avait les clés dans ses mains. Il savait que c'était comme ça qu'il avait perdu sa première fois. Ouais. Il a... En fait, il a joué exactement la même game que dans 49. Exactement, pratiquement pareil. Ouais. Tu sais, dans un sens, ça a marché une fois. Pourquoi ça pourrait pas marcher une deuxième fois? Le monde, ils savent pas il est qui, puis ça a marché. Là. Genre, il s'est rendu à exactement la même place. Fait que... Ouais. Non, puis tu sais, je veux dire, de jouer la même game quand elle est excellente, ou en tout cas très très bonne, c'est pas une mauvaise chose. Sauf que comme quand tu gagnes pas, il y a des affaires qui te restent à corriger, puis ils les ont pas corrigées. Non, c'est sûr. Puis c'est peut-être l'affaire la plus difficile à corriger dans un sens où ben peut-être pas, non, en fait, je pense pas que c'est l'affaire la plus difficile à corriger parce qu'une personnalité est plus difficile à corriger qu'apprendre à faire du feu, mais mais je pense qu'il y avait une surconfiance en ses capacités de s'en sortir, il y avait une surconfiance entre
ses moyens en tant que joueur. Puis je pense que ça, c'était mérité, cette confiance-là envers ses moyens. Mhm. Mais si tu prends pas le step pour différencier ta game précédente de ta game actuelle, dans son cas à lui, sa différenciation c'était de savoir se démerder dans le cas où il devait retourner au firemaking. Il l'a pas été capable. Puis c'est là où ça lui a coûté cher. Mhm. Moi, il y a... Basically, je pense le seul moment où ce que j'ai apprécié Joe dans la saison, dans cet épisode-là, parce qu'on a retrouvé le Joe que j'appréciais de sa saison. Ouais. Dans le sens que ce qui fait la force de Joe, c'est qu'il a l'air d'un meathead, mais il connecte super bien avec les gens. Puis, de voir Rizzo mal pris, détruit, genre désespéré, lui, c'est plus fort que lui de le laisser se démerder. Il est comme, j'ai pas le choix de le chapeauter, de lui donner des trucs, puis d'essayer de le remonter. Puis après ça, c'est entre ses mains. Genre, moi, je vais me sentir bien là-dedans. Puis lui, il va être content que j'ai pris son bord, puis je l'ai supporté un peu. Puis c'est ce qu'il avait fait avec Eva dans sa propre saison. Puis c'est une relation qu'on aimait full. Fait que de retrouver un peu ce Joe-là, euh, j'ai fait comme, OK, il y a une raison pourquoi qu'on appréciait ce joueur-là. Qu'est-ce qui est arrivé cette saison-ci pour que il tombe vraiment dans un crack de comme ça fit pas avec le reste du cast qu'on a durant la saison 50. Fait qu'il se trouve dans un melting pot de gens qui veulent jouer vraiment fort, puis que lui qui veut jouer différemment, mais pas vraiment. Ben, tu sais, je pense que on peut sincèrement débattre de la qualité de Joe en tant que joueur de Survivor dans un contexte de Survivor moderne. Mhm. Je pense qu'on peut pas débattre ou très peu débattre de la qualité de Joe en tant qu'être humain. Euh, puis on en a eu une preuve là que Joe, je pense que c'est pour ça qu'on peut l'apprécier. Je pense que c'est pour ça que c'est une belle personne. Il a des bonnes valeurs, il a le cœur sur la main, il pense aux autres avant de penser à lui. Puis Mhm. c'est tout dans la vie de tous les jours des qualités ultra louables. Après ça, comment ça se transpose dans la game de Survivor? Ça peut être vu comme extrêmement positif ou ça peut être vu comme un frein à ton jeu. Ça peut être vu comme des fois te nuire parce que tu as trop le cœur sur la main, tu penses pas assez à toi et tu donc fais des mauvais moves. Puis je pense que dans son cas, il y a le beau puis il y a le mauvais de ça. Il y a le beau parce que c'est quelqu'un qui va essayer de trouver, de faire en sorte que les autres se sentent bien dans les moments où ils sont à leur plus bas, comme Eva, comme avec Rizzo ce coup-ci, quelqu'un d'empathique. Par contre, c'est quelqu'un qui est très à cheval sur ses principes au point où ça en devient difficile dans un contexte où le jeu de Survivor actuel, moderne, ben, implique que tu piles pas mal sur tes morales dans le principe dans le but du jeu. Parce que le jeu va te Ouais. demander ça et les autres joueurs et leur manière de jouer vont également te demander ça. Mhm. Fait que c'est là où Joe devient un personnage puis un joueur extrêmement complexe à évaluer puis à naviguer autour parce que lui, il veut garder ses principes, il veut garder ses morales, puis autant qu'il dit qu'il s'est adapté puis qu'il a pilé sur ses principes, puis je pense qu'il l'a fait jusqu'à un certain point, ça reste quand même qu'il met ça vraiment de l'avant, puis c'est le genre de joueur qui va reprocher aux autres de pas le faire. T'sais, il va reprocher aux autres joueurs de piler sur leurs valeurs puis piler sur leur morale dans le Mhm. principe du jeu. Puis c'est là où c'est que ça, je pense que c'est l'erreur fatale de Joe. Puis pourquoi Joe connectera pas avec beaucoup de joueurs dans le contexte moderne de Survivor, c'est que dans le contexte moderne de Survivor, tout le monde comprend que de jouer au jeu ne fait pas de toi une mauvaise personne et te décrédibilise pas en tant qu'être humain qui mérite de gagner. Tu joues le Mhm. jeu et tu fais les moves que le jeu t'impose pour gagner. C'est hate the game, not the player. Mhm. Mais la manière que Joe, je pense, approche Survivor, mais voit les gens qui jouent comme étant des mauvaises personnes. Ou l'exprime peut-être comme ça un peu. Ce Ouais. qui crée là, une espèce de piédestal moral dont les gens vont avoir très hâte de kicker en bas. Là. Mhm. Ça a été ça tout le long, là, tu sais.
Ben oui. Dès les premiers jours où c'est pogné avec Devin, c'était ça l'enjeu principal. Là. C'était comme yo mon gars, t'es trop crazy, genre t'as pas d'intégrité, t'as pas d'honneur. Quand que j'en ai parlé quand Devin est parti, s'il y avait quelqu'un qui a respecté son intégrité, c'est Devin, là. Il a intégré lui-même du début à la fin. Là, fait que... Exact. Oui, il a menti comme tout le monde dans le jeu. Il y a personne à Survivor qui a pas menti dans cette saison-ci. Mais il a. Quand il a stické avec des personnes, puis il leur a dit qu'il leur était loyal, il l'a été. Est-ce qu'on peut dire la même chose de Joe? On peut dire qu'il a essayé, mais est-ce qu'il l'a été tout le temps? Pas nécessairement. Puis là, à la limite, c'est même pas pour pointer Joe du doigt comme hypocrite, là. C'est juste un fait. Mm-hmm. Ben bon. Fait qu'on a Rizzo et Jonathan qui allaient s'affronter à l'épreuve de feu et Jeff qui amène Rizzo sur la scène avant même qu'on voit l'épreuve. Clairement que le déroulement technique, c'était pas supposé d'être ça. La pub est arrivée, ça a pris plus de temps à se rendre juste avant la pub, fait qu'ils ont coupé l'épreuve. Ils sont comme, on va la mettre après la pub, et finalement, il y avait besoin de Jeff pour emmener l'émission à la pause commerciale. Mais lui, il a mal compris parce que dans leur répète, dans leur pratique, c'était post-épreuve de feu. Ouais. Non, fait que ça a été un méchant flop comme situation. Tu sais, je pense, comme on l'a dit plus tôt, l'erreur est humaine, puis je pense qu'il y a eu un fail dans le processus général. Ça a donné un moment qui va être mémorable, qui va faire en sorte que cette saison-là, cette finale de saison-là va peut-être rester dans les annales. Par contre, je suis certain que des gens dans la prod n'auraient pas souhaité ça. Après ça, c'est arrivé, puis je veux donner crédit à Jeff et à Rizzo de comment ils ont géré la situation. Ouais, vraiment. Parce qu'au final, ça aurait pu vraiment être pire. Ouais. Ils ont fait des blagues les deux. Ils sont easygoing les deux, fait que ça se prend bien. Puis j'ai même vu Rizzo en entrevue post-saison à des podcasts ici et là qui était vraiment comme hey, je fais partie de l'histoire de Survivor. Le petit gars qui a fait en sorte que Jeff Probst l'appelle Riz God puis qui s'est fait reveal en tant que dernier membre du jury de la saison 50 avant même de se faire éliminer. Il dit il n'y a personne d'autre qui a vécu ça. Là, fait que why not? Ouais, puis je pense que c'est fair. T'as qu'à te faire éliminer une deuxième fois de la même manière. Fais-le avec le plus gros blunder de l'histoire de Jeff comme animateur. Ben, ça va être. Je pense que Rizzo voulait rentrer dans l'histoire. Il est déjà rentré avec ses deux apparitions, mais là, il l'est encore plus d'une manière cocasse. Mm-hmm. Ça me fait penser à un autre moment de production qu'on a eu pendant la finale qui m'a fait vraiment rire. Je trouvais vraiment en chien. Je voulais t'en parler. Ouais. C'est que, pour vous mettre en contexte, à ceux qui l'ont peut-être pas vu ou pour qui c'est loin, il y avait des moments où des fois Jeff s'entretenait avec des joueurs de la saison, puis un moment donné, ils ont fait venir Siri, puis ils ont parlé de quel point Siri, elle a... Ça, j'ai aimé ça, ces moments-là, justement. Oui, c'était le fun. Puis je les ai aimés aussi. Puis tu sais, ils ont honoré la game de Siri puis la legacy que Siri a créée à Survivor. Ils ont donné même un trophée, je trouvais cool, tu sais, quand même, ok. Et après ça, ils ramènent Ozzy puis Stephanie pour un segment sur... Pourquoi est-ce qu'on fait pas juste dunker sur Ozzy pendant 5 minutes? Et je trouvais ça tellement bizarre. D'un côté, t'as Siri qui se fait donner un trophée puis qui se fait encenser de tous les bords, tous les côtés. Puis de l'autre bord, ils se retournent puis ils sont comme... Ils donnent un t-shirt à Ozzy avec lui qui se fait blindsider en disant genre... T'aurais dû jouer l'idole, espèce de nono. Puis t'es comme... C'est tellement chien. Ça avait pas de bon sens. Ah, c'est crazy. J'étais comme... Pourquoi Stephanie est là en même temps pour dunker sur Ozzy? Puis Ozzy se fait donner un chandail aussi. Je suis comme... Ben voyons. C'était tellement absurde, ça avait aucun sens. Je regardais ça pis j'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe, man? Genre, le pire c'est que, comme tu dis, l'idée des segments avec les joueurs était super intéressante. On en a eu un autre avec Christian, Devins pis tout ça, c'était super le fun.
Mais c'était tellement champ gauche, cette affaire-là, de donner un t-shirt pour juste roast Ozzy. J'étais comme, mais voyons donc. Donc, sans autre résultat, Rizzo n'arrive pas à faire du feu et part à la même place et devient le premier joueur de Survivor, de l'histoire de Survivor US, je sais pas les autres, à perdre 2 fois au Firemaking Challenge. Ce qui nous donne une finale de Aubrey, Joe et Jonathan. Like we all expected at day one. Yup. Et Rizzo manque aussi de peu les Loved Ones qui viennent au brunch du Final 3. Ce qui est un peu triste. Quand on a vu ça, on était comme on espère que les Loved Ones sont allés à Ponderosa aussi, à la villa du jury. Mais de ce que j'ai pu comprendre, non, Rizzo a pas vu sa mère. Mais la mère Aubrey a dit qu'elle a full aimé la mère à Rizzo. Oh my god, ça fait dire qu'elle a fait clairement ça, elle a fait le voyage. Ouais. Oh man, c'est rough. Puis Rizzo était comme, j'aurais aimé mieux pas le savoir. Mais après ça, tu vois l'épisode, puis tu te dis, ma mère était sûrement là parce que je suis parti la veille. Là. Oh man, c'est rough. Fait que, genre, Rizzo est clairement quasiment revenu aux États-Unis en même temps que sa mère. Mm-hmm. Vraiment, là. Oh man, c'est chien. Après ça, je comprends. Tu sais, je trouvais ça cool. Moi, j'aurais préféré qu'ils ramènent les Loved Ones plus tôt. Je trouve ça cool qu'ils ramènent les Loved Ones. Honnêtement, pour toutes les choses sur lesquelles on a dit, qu'on a critiqué la finale, je trouvais l'idée qu'ils ramenaient les Loved Ones, je trouvais que c'était un beau clin d'œil à ce qu'ils faisaient à Survivor avant. Je trouve juste ça dommage que ça soit la version Wish de ça. Mais parce que pour le contexte, pour les nouveaux fans de Survivor US, auparavant, les êtres chers, là, les visites des proches, c'était comme on voit à Survivor Québec. Les proches viennent au top 6, top 5, whatever. Top 7. Exact. Vont venir passer un petit moment bref avec leurs proches. Ben, les joueurs, les joueurs qui sont leurs proches. Il va y avoir une épreuve, puis généralement une épreuve de récompense ou quelque chose, où là, Ouais. les proches vont pouvoir passer du temps avec les joueurs qui vont avoir gagné l'épreuve. Ça crée beaucoup de tension, hein. Fait que ça peut être une décision qui t'aide à gagner ou même qui te pousse à perdre. Là, 100%, on l'a vu. Là. Fait que, ouais, que ça soit au Final 3, c'est cool, mais ça n'a pas d'impact non plus sur le jeu comme ça l'avait avant, d'avoir autant cet impact émotionnel-là du monde qui sont si proches de la fin puis qui ils ont besoin de ce regain d'énergie-là. Ouais. À la limite, j'aimerais quasiment plus qu'ils aient fait comme qu'ils font en Australie, ou en tout cas faisaient en Australie, je sais plus si c'est encore le cas, mais oui, ils ramenaient les proches pour la dernière épreuve d'immunité de la saison. Et comme ça, ils faisaient t'avais un petit boost de réconfort avec de voir tes proches qui allaient t'encourager pendant l'épreuve finale. Mm-hmm. Puis, mettons, pour les gagnants, mais ils pouvaient déjà un peu comme célébrer ce moment-là avec leurs proches. Puis pour les perdants, mais au moins, il y avait un réconfort de t'as ta famille qui est là puis qui peut te remonter le moral, tu sais, après une défaite à un moment super important comme ça. Fait que je trouvais que ça créait comme un beau moment émotif, en crescendo d'une finale qui est généralement, en plus, dans le cas de Australian Survivor, une épreuve un peu d'endurance, long terme, de justement qui c'est qui le veut le plus, de pousser son corps à sa limite, etc. Fait que je trouvais que c'était comme tout monter un crescendo pour que la dernière épreuve soit vraiment épique puis chargée en émotions. Puis là, on l'a un peu eu à l'inverse où on a vécu les moments d'émotion des dernières épreuves puis tout ça. Puis une fois que ça s'est terminé, là, on voit les proches. T'sais, fait que c'est comme, hey, c'est le fun. Mais il n'y a pas un climax qui est propulsé par des proches. C'est juste comme un afterthought après qui est rajouté. Yeah. Et on se lance dans le Final Tribal Council. Yes. Qui, ma foi, a été rough. a été rough. Ouais, mais pour vrai, j'ai tellement l'impression qu'on n'est pas positif dans ce podcast-là. Là. C'est violent. Ben, écoute, on se le cachera pas, c'était pas une full bonne finale. Non, je suis entièrement d'accord. On va appeler un chat un chat. Comment tu veux procéder pour le Final Tribal? Est-ce qu'on dit déjà qui gagne, puis on va avec les questions-réponses?
réponse ou qu'est-ce que t'avais en tête? Ben non, je pense qu'on peut présenter les questions, puis un peu résumer les réponses des Ok. joueurs à chacune des questions, puis ça va nous amener naturellement à parler du vote, puis de qui a gagné. On peut commencer, j'avais pris en note là, les différentes questions du jury qui ont été amenées là, par les membres du jury aux 3 finalistes. On a commencé avec Coach, qui a demandé, dans le fond, aux joueurs quelles étaient les valeurs qu'ils possédaient en dehors du jeu, qui ont dû compromettre pour se permettre d'avancer dans le jeu, pour se permettre de se rendre au top 3. Et si les joueurs considéraient que ces sacrifices-là de leurs valeurs personnelles ou de piler sur ça en a valu la peine pour se rendre où ils sont, donc au top 3. Qui est quand même une question que je trouve intéressante et qui fait très coach, qui semblait une passe un peu lobée directement à Jonathan. Ouais. Mais puis ça faisait très question de l'alliance de l'honneur et intégrité, puis de... Oui. Puis, ironiquement, Joe qui répond qu'il a mis de côté l'honneur et l'intégrité, puis j'étais comme, pas sûr. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a eu à mentir puis à trahir. Puis, tu sais, autant que je pense pas que Joe a joué une grande game, Joe a joué la game. Oui, Puis je mais préfère qu'il l'assume, qu'il fasse le oh non, moi j'ai pas menti, j'ai été humble, j'ai été honnête, puis c'est pas le cas. ben ça a quand même été une grosse partie de friction dans Oui, sa game cette saison-ci, l'honneur et l'intégrité, justement. Fait que je trouvais ça un peu ironique, tout simplement, là, mais ça je suis d'accord. Comme, qu'ils mettent ça de l'avant, puis j'étais comme, oui. peut-être durant la saison, sure, mais overall, je pense pas, là. Mais je pense qu'il aurait dû juste assumer ça dès le jour 1, Ouais. puis jouer en fonction de ça. Puis je pense que là, le message aurait peut-être eu plus d'impact que tout le monde pendant la saison a dû naviguer autour de toi, puis ta relation un peu complexe avec les mensonges, puis le jeu stratégique, puis tout ça. Puis plutôt que d'arriver comme un cheveu sur la soupe au Final Tribal en disant j'ai menti, puis j'ai dû piler sur mon honneur pour puis mon intégrité pour jouer à ce jeu-là, puis penser à moi et à ma famille. Tu sais, je veux dire, si les bottines avaient suivi les babines dès le jour 1, je pense que peut-être que Joe serait pas là en ce moment, mais peut-être que oui, puis peut-être que cet argument-là aurait eu plus de poids. Là. Mhm. Sinon, Aubrey a parlé de ses relations d'amitié dans la vraie vie, de la profondeur de celle-là, puis comment, dans la vie de tous les jours, elle s'attache profondément aux gens, puis ça lui a créé une peur immense de blesser les gens qu'elle aime. Mhm. Puis Survivor veut pas, comme c'est un zero-sum game, donc un jeu où il y a un seul gagnant et généralement au dépend des autres joueurs, ben, il faut que tu fasses de la peine à des gens. Faut que pour ton rêve se réalise, il faut que tu brises celui des autres. Mais elle a essayé de trouver des manières de contourner ça autant que possible. Puis ça a peut-être ce qui a mené à une Aubrey distante, peut-être un peu cette saison. Mhm. Puis du côté de Jonathan, c'était vraiment de dépasser la perception de loyauté qui ramenait de Survivor 42. Tu sais, c'était vraiment de dépasser son jeu sur plusieurs facettes, mais il parlait beaucoup de la perception de qui était le joueur Jonathan. Mm-hmm. Je trouvais que Je trouvais qu'il se tenait, là. oui, moi aussi, c'est ça que j'allais dire. Genre, pour moi, Jonathan est celui qui, à cette question-là, avait pour moi la trame narrative la plus intéressante. Tu sais, je pense que je trouvais que Jonathan est pour moi celui qui a le plus un peu transformé le joueur que je pensais qu'il était à le joueur qui est devenu après Survivor 50, tu sais. Sans dire que c'est le meilleur joueur de tous les temps, je pense que j'ai senti un Jonathan qui voulait être beaucoup plus impactant dans le jeu stratégique, qui voulait mener la charge plutôt que de suivre le bateau. Puis je l'ai remarqué, là, c'était pas le même Jonathan qui jouait cette saison-ci, puis sa Non. réponse le témoignait bien, je trouvais. Mhm. Ensuite, on a eu la question d'Evans qui voulait être répondu par tout le monde, mais finalement, on n'est jamais retourné sur Joe Oh, après man. Ouf. les 1000 conversations. Mais en gros, il demandait si les joueurs avaient gardé des secrets, puis s'ils n'en avaient pas gardé, c'était quoi la stratégie derrière ça. Mhm. Très intéressant. C'est là que Jonathan a mis de l'avant que euh, c'était lui qui a fait
des moves que d'autres gens dans son alliance avaient pris la balle à sa place. Mhm. Comme le fait de vouloir sortir Ozzy, puis que finalement c'est Stephanie qui est partie, puis que Stephanie elle a rien dit non plus. Là. Elle voulait pas nuire à son allié qui restait dans le jeu. Ouais. Fait que c'est là que le monde a su. Mhm. Exact. Puis tu sais, je pense que pour moi, cette question-là, c'est la question où on a vraiment vu le narratif de Aubrey ressortir. Où c'est là où elle a expliqué en fait comment sa post-fusion principalement s'est déployée. Ça a été par Mhm. la réception, l'emmagasinage et la diffusion d'informations Mhm. comme étant sa monnaie d'échange stratégique dans le jeu puis avec les autres joueurs. Puis pour moi, c'est à cette question-là où j'ai comme compris pourquoi les gens voteraient pour Aubrey s'ils voteraient pour elle. Mhm. Moi, par contre, j'ai trouvé qu'elle a un peu trop stické. Puis je sais pas si c'est les va-et-vient avec Jonathan qui essayait de reprendre le move, mais justement qui était split sur les îles et qu'elle a sorti Ozzy, puisque Ozzy a dit toute sa game à Aubrey, puis elle a juste révélé. J'ai trouvé qu'ils ont passé beaucoup de temps sur ce move-là, puis j'étais comme. Je comprends que tu veux défendre ce move-là, puis que Jonathan veut le prendre, mais c'est pas assez pour défendre tout le reste de ce que tu dis. Fait que je trouvais que le jury et eux passaient beaucoup de temps dessus, puis j'étais comme whatever. Ouais. Mais c'est que je pense que Jonathan voulait claimer ça comme son gros move de sa game. Tu sais, de dire, écoute, j'ai remarqué qu'il y avait un autre joueur qui modifiait sa game versus ses anciennes saisons, puis qui s'est Mhm. adapté, puis qui a joué une solide game. Fait qu'il voulait prendre le ownership de l'avoir sorti. Je suis quand même d'avis, en effet, que c'est plus Aubrey qui a joué dans la balance pour son élimination à Ozzy à ce moment-là. Puis ça a été également confirmé par Joe. Fait que je pense que j'ai l'impression que les membres du jury avaient besoin de cette réponse-là pour peut-être se faire une idée sur qui menait réellement les choses dans Mhm. la tribu fusionnée. Je sais pas. Parce que, tu sais, à ce moment-là, Jonathan, oui, il avait beaucoup de pouvoir, mais il était constamment appelé à quitter les conversations, puis à Ouais. laisser les conversations aller. Il était absent à la majorité des conversations qu'il y avait avant ces conseils de tribu-là. Puis vu que lui était pas en danger, c'était pas un gros problème non plus pour lui. Tu sais. Fait que Non, exact. de ce côté-là, c'est difficile pour moi de justifier que c'était son move à lui. Tu sais. Mais c'est que si Aubrey réussissait pas à sortir Ozzy, c'est elle qui partait. Ouais. Fait que c'est là où il y a toute la notion de l'enjeu était plus important pour Aubrey pour que ça fonctionne, ce vote-là. Ça a fonctionné. C'est elle qui en est ressortie plus gagnante à la fin de la journée. Là. Mhm. Parce que oui, ça a enlevé la grosse cible qui était Ozzy. Ça a affaibli Siri. Ça a affaibli Rizzo. C'était un bon move. C'était le moment de le faire avec son immunité. Il était dangereux. Si Jonathan le faisait, ça faisait ces effets-là. Si Aubrey le faisait, ça faisait tous ces effets-là. Plus ça la gardait en vie. Fait qu'il y avait beaucoup plus d'enjeux pour Aubrey à ce moment-là de réussir ce coup-là. Ben oui. Puis à la base, le mouvement, il s'est parti de l'information que Aubrey a rapporté de la game de Ozzy. Puis ça revient encore à la trame narrative que Aubrey a essayé de tourner tout au long de son conseil-là, de dire que, en fait, sa monnaie dans le jeu, puis sa manière de flotter entre Alliance et l'autre, c'était notamment grâce à l'information qu'elle avait reçue d'un côté puis de l'autre, puis de dire les bons mots aux bonnes personnes au bon moment pour pousser son agenda, s'enlever comme menace et pousser d'autres menaces avant elle. Est-ce que Mhm. c'était tout fait délibérément? Je pense pas. Je pense qu'il y a une partie de ces choses-là que Aubrey se donne le crédit a posteriori, puis c'est correct, parce que c'est ça que ça sert le Final Tribal Council. Ben oui. Puis comme t'as dit, pour finir cette question-là, Joe qui n'a pas pu répondre, parce que ça s'est obstiné. Ce Ah, qui était mais vraiment chiant. Devins, je l'ai vu à plusieurs moments. On va revenir à toi, John, on va revenir à toi. Puis je sais pas s'ils sont vraiment revenus ou s'ils l'ont coupé au montage ou whatever, mais on n'est jamais revenu. Puis je trouvais ça dommage parce que c'est vraiment le problème d'un Final 3, c'est qu'il manque de temps de parole pour
l'écran des trois. 100%. Veux-tu nous parler de la prochaine question et non la moindre? Ben oui! En fait, on peut pas vraiment appeler ça une question. Non, c'est ça. Stephanie et ben je vais faire une parenthèse Chrissy aussi là, que les deux je les ai trouvés insupportables durant le conseil de tribu. Là, ils ont juste essayé de vendre leurs alliés encore dans le jeu, aka Jonathan. Bref, Stephanie qui essaie de formuler une question, mais qui est pas vraiment une question, juste pour glaze la game de Jonathan, montrer à quel point il est un joueur complet, le all-around man. Mais à se faire remettre un peu à sa place, challengé par Dee, reine de Ponderosa, vu que c'est la première à être sortie de première membre du jury en fait. Et Tiffany qui a pas la langue dans sa poche, là, de comme. Il a fait juste poser une question, là. Arrête de mettre ton agenda de devant. Là. Ouais. Puis elle a pas réussi à poser de questions au final. Là. Non. Mais tu sais, pour moi, c'est le défaut du format actuel du Final Tribal Council où on dit que c'est un jury, puis on veut que ce jury-là, ou en tout cas, en fait, c'est que le jury peut bien voter comme il veut. Il peut arriver avec ses notions préconçues, il peut décider déjà qui veut voter d'avance, whatever quoi. T'sais, le jury, au final, peut faire ce qu'il veut. Par contre, après ça, on essaie de s'imaginer un jury qui vient avec une certaine impartialité, au minimum de se dire on va écouter tout le monde, puis on va poser nos questions, puis on va écouter les réponses, puis on va faire une décision en fonction de ça, de nos observations dans le jeu, mais également de la manière dont les gens marketent leur game à la fin, avec le Final Tribal Council. Puis, après ça, que les gens viennent avec leurs notions préconçues, viennent avec leurs a priori, viennent avec leurs préférences personnelles de gens, c'est correct. C'est normal. C'est un jeu humain, c'est un jeu émotif, c'est un jeu d'attachement. C'est normal que tu te sois plus attaché à d'autres personnes, à certaines personnes que d'autres au top 3. Ça se peut que tu aies des amis plus que d'autres dans le top 3. Tout ça, ça va. Fait que tu viennes avec une certaine faveur envers des personnes avant le début du jury, pas de problème. Le problème avec la formule actuelle du Final Tribal, qui n'est pas juste des questions-réponses, mais plutôt une discussion ouverte, comme Jeff aime le dire, c'est que ça amène les joueurs à utiliser ces moments-là pour pousser un agenda plutôt que d'ouvrir la conversation à tout le monde. Puis, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. Puis, tu sais, là, on parle vraiment plus un peu en philosophie de Survivor, puis de game design, puis peu importe. Mais moi, j'aime imaginer que ton jury, puis ta question de jury devrait servir à avoir toute l'information pour confirmer que tu fais le bon choix à la fin. Puis si pour ça, tu veux lancer une balle facile à la personne que tu aimes, puis une balle courbe à un ennemi, c'est correct. Parce qu'au final, tu viens quand même tu viens creuser de l'information. Mais la question, de la manière qu'elle a été formulée par Stephanie, puis l'espèce de discussion ouverte qui vient avec un conseil de tribu ouvert, comme il aime l'appeler, ben c'est que ça fait que tu as des joueurs qui vont militer activement pour des joueurs dans le top 3 plutôt que de chercher de l'information. Puis ça m'énerve un peu plus. Ouais. C'est ce que je voulais dire par insupportable, mais oui. J'ai juste dit en beaucoup trop de mots. Non, ben c'est correct. T'es là pour ça. C'est ma job. Après ça, Ozzy, lui, sa question, une bonne passe sa palette pour Aubrey, là, parlant de moments d'adaptation dans la game. Puis c'est le CV d'Aubrey, là, veux pas, là, tu l'as déjà mentionné. Fait que pour elle, vraiment facile de parler de l'Alliance de Nerd au début, qu'elle a bien vu que ça croulait, puis elle devait bouger aussitôt, puis de jouer le milieu. Puis ça, tu sais, Ozzy en a même profité pour, oui, la féliciter d'avoir le mieux joué le milieu parmi les middle people. Nommé de coach là, plus tôt dans la saison. Puis ça met la table pour elle également, là, pour le reste des questions à venir également. Là. Ben oui, puis tu sais, c'est vrai que la game de Aubrey a été une game d'adaptation. Tu sais, je pense que une fois qu'elle est arrivée à la fusion, qu'elle s'est retrouvée comme cible un peu numéro 1, elle avait l'immunité que tout le monde savait. Sa game a même été aussi très tôt dans la saison avec la rivalité avec Genevieve, qui était, à mon avis, un peu auto-infligée aussi, mais qui
l'a forcé peut-être à jouer un peu plus sur le back foot dès le début. Elle a quand même dû trouver des manières de spinner les choses pour s'avantager. Une fois qu'elle est arrivée à la fusion avec cette immunité-là que tout le monde savait, avec une cible sur le dos, en n'étant pas une personne très alliée fortement avec personne, elle a comme tout le temps un peu s'adapté à comment la game se déployait devant elle, puis trouver l'avenue qui lui permettait d'avancer le plus loin possible sans manger de balles perdues. Mhm. Puis, oui, elle a été chanceuse. Oui, je pense qu'il y a des twists qui l'ont aidé. Oui, il y a des choses qui lui ont permis un chemin peut-être plus facile que d'autres. En même temps, il a quand même fallu qu'elle trouve des manières de s'en sortir. Il a fallu qu'elle fasse les bonnes choses au bon moment. Elle a quand même fait partie du vote qui a éliminé Suri de la game. Oui. Quand son ami dans la vraie vie. Fait Mais, qu'elle a dû quand même trouver des manières de se démarquer là-dedans. mhm. Toi, qu'est-ce que tu as pensé des réponses des gens à cette question-là en général? C'était pas pire. Tu sais, Joe, oui, il a dû s'adapter à un certain point, mais je pense pas qu'il a réussi autant qu'il espérait. Puis c'est vraiment là qu'ils ont mis de l'avant l'explication des Joe-tations, là, de gérer les votes autour de Joe pour qu'il soit partant ou qu'il soit pas au courant ou peu importe ce qu'il y avait de besoin pour que Joe fasse pas chier la patente. Fait que tu sais, tout ça met un peu sa game en discréditation, puis c'est des moments comme ça que je trouve ça un peu rough, mais qui est quand même la réalité de sa game cette saison-ci. Fait que à ce moment-là, c'était pas mal downhill from here. Déjà qu'il y avait de la misère à répondre aux questions, là, ou qu'on les voyait juste pas ses réponses parce que c'était pas pertinent pour le conseil ou la trame narrative du conseil. Fait que je trouve ça dommage pour lui. Mais au final, est-ce qu'il a été vraiment pourri? On sait pas trop. Là. Il a comme plus suivi la patente, puis il s'est bien positionné avec du monde qui jouait similairement à lui, puis ça l'a rendu le plus loin qu'il pouvait. Puis après ça, c'était pas de menace, fait qu'ils l'ont gardé. Là. Ouais. Puis tu sais, je vais donner du crédit aussi à ce que Emily a fait pour comme un peu valider sa réponse, et de dire que, en fait, les Jotations, oui, pouvaient être vus comme une frustration, un irritant, puis Mhm. un symptôme de peu de malléabilité de la part de Joe. À l'inverse, ça peut être vu, puis c'est ce que le point qu'Emily amène, comme étant Joe était tellement pivotal pour les votes qu'il fallait qu'il passe par lui pour être sûr qu'un vote aille de l'avant. Mhm. Il fallait l'aval de Joe, ou il fallait que le plan plaise à Joe pour que le reste des nombres suivent pour le faire fonctionner. Fait que, est-ce que... Puis ça peut être vu de deux manières. Ça peut être vu de, ben, t'es difficile à jouer avec, il faut que ce soit ton plan ou ça marche pas. Ou à l'inverse, c'est de dire, ben, t'as tellement un rôle intégral dans la manière dont la stratégie est construite en ce moment que tu nous forces à devoir aller vers toi pour confirmer parce qu'on a besoin de toi pour que le plan Mhm. fonctionne. Puis là, c'est juste deux philosophies de jeu différentes, puis c'est de comment tu décides de regarder ça. Mais j'ai trouvé vraiment fair play de la part d'Emily de, sans dire hey, je pense que tu as joué une bonne game, voici pourquoi, de dire ça peut être vu d'une manière négative, ça peut être aussi vu d'une manière positive, à vous de faire votre choix. Mhm. Tu sais, quand on parlait tantôt de Stephanie puis de Chrissy qui poussaient des agendas dans leurs réponses, je trouvais à l'inverse que tu avais des personnes qui voulaient être un petit peu plus l'allié de tout le monde Mhm. dans le conseil de tribu final, puis d'ouvrir ces perspectives-là, puis de permettre la réflexion d'être poussée plus loin que juste blanc ou noir. Tu sais. Ça, je trouvais ça cool. Ouais, c'est toujours fun d'avoir du monde qui confirme des moves et tout, que le monde sont pas au courant, puis que ça pourrait être très gris. Là. Ils sont comme, non, non, moi, c'est le même que je me suis fait avoir. Fait que, Exact. ouais. Prochaine Puis, question. Oui, vas-y. mais il restait Jonathan Oui, à t'as raison. celui-là. Puis, tu sais, lui, il est comme. Lui, il parlait beaucoup de son adaptation à créer des relations personnelles dans le jeu, puis de blindsider du monde, mais
T'sais, Jonathan, sans vouloir discréditer sa game à 100%, je pense pas qu'il ait eu besoin de s'adapter autant que qu'Aubrey. Parce que il s'est positionné dans une majorité, puis il a été dans la majorité. T'sais, oui, il a créé des blindsides, oui, il a mené des votes, mais il y avait les nombres constamment, puis il jouait du haut. Fait que, au niveau de l'adaptation, il n'y en avait pas tant. Mhm. Ouais, Il y avait pas puis autant. La majorité avait pas autant d'ouverture sur les middle people, justement, sur les personnes dans le bottom pour faire changer les choses. Jonathan a fait des votes par rancœur en mid-game, puis après ça, ça lui a permis de bien se connecter avec des gens qui voyaient la game d'une façon similaire, puis de rouler là-dessus. ouais. Ben on le dit souvent que c'est plus facile de jouer du haut que de jouer du bas parce que quand tu joues du haut, ben t'as beaucoup plus de cartes dans tes mains pour pouvoir adapter le jeu comme il te plaît, puis comme il va Ouais. être le mieux pour toi. Fait que je te rejoins là-dessus dans ton évaluation là, en effet. Mhm. Mais je trouve quand même que Jonathan a joué une game solide, meilleure Mhm. que sa première version. 100%. Oui, je suis d'accord jusqu'à un certain point avec Stephanie qu'il y a eu une bonne game all-arounder. Mais au niveau de l'adaptation, je pense pas qu'il était ouvert à s'adapter à beaucoup de gens dans la physio. Ouais. Euh, Ensuite, après ça, il y a eu la question de Emily qui parlait de self-awareness, ce que je trouvais quand même intéressant. Tu sais, on parle souvent des fois d'hypocrisie, de double standard, de Mhm. piédestal moral. Puis là, Emily qui demandait, ben, au contraire, tu sais, on parle souvent que on doit être un peu conscient de notre propre game puis de comment on paraît dans le jeu. Quelles ont été vos plus grandes critiques de votre propre jeu? Ouais. Aubrey qui a parlé de sa mauvaise gestion de Stephanie. Mhm. Qui je pense qui était une réponse très typique de jury, ben de top 3 où tu un peu les genres de questions où tu dis mon plus grand regret était de ne pas avoir pu être honnête avec telle personne à tel moment. Tu te mets humble face au jury, Ouais, tu essaies de ouais. peut-être rattraper un peu de faveur, ou à la limite, tu brûles un jury que tu savais que tu avais déjà brûlé puis tu t'en fous. Ouais. Fait que c'était comme. Je trouvais que pour ça, Aubrey est allé dans une réponse vraiment typique de comment répondre à un jury 101. De essayer de réparer un peu de peau cassée sans faire trop lèche-cul, mais sans non plus euh, te mettre plus dans la marde avec cette personne-là. Fait que assez basic, mais fair enough, puis qui était vrai. Là. Je pense qu'en effet, on n'a jamais Mhm. vraiment vu Aubrey et Stephanie vraiment avoir une game commune. Fait que ça semblait assez légitime comme réponse. Yeah. Ouais. Ok, je vois où est-ce qu'on est rendu. C'est bon. Jonathan, lui, il veut de retour claim le vote d'Ozzy. Euh, que c'est lui qui a dirigé tout ça, mais il veut aussi claim le vote de Camilla qui ça fait un petit bout suite au vote de Charlie. C'est un peu ces votes-là que je suis comme c'est là la partie rancœur, là, toute la partie de il s'était rapproché de Dee, finalement trahi Dee en sortant Camilla parce qu'ils l'ont trahi en sortant Charlie. Et après ça, volontairement, met de la merde pour que Dee pogne à l'hameçon, crée une situation et la sorte. Euh, Puis ça, oui, ça je lui donne. C'est des bons coups qu'il a fait, mais après ça, tu sais, encore une fois, j'ai l'impression que ça répond pas à 100% à la question du Ouais. self-awareness sur sa game. Là, il parle de moves qu'il a fait. Je pense que la portion de D d'être self-aware que est comme ça, si je fais ça, le feu va pogner. Ça, c'est bien, mais après ça, c'est self-aware des autres, pas self-aware de toi. Fait que je suis comme. Ouais. Mais je pense que Jonathan, je Vas-y, trouvais qu'il vas-y. donnait des bons arguments, mais qu'il répondait jamais correctement aux questions. Ouais. Mais je pense que aussi à ce moment-là, il y avait vraiment un peu une espèce de. Comme la discussion avait un peu pivoté, je me rappelle à cette question-là, où ça donnait plus un enjeu de c'est quoi justement les moves qu'il avait fait un peu, ou quel move il avait un peu fait individuellement.
C'était aussi dans Mhm. cette mouvance-là où ça s'impliquait. Puis je pense que c'était un peu dire que je pense que certains joueurs se faisaient reprocher de ne pas avoir fait de move, de ne pas avoir été les leaders de leur propre destin, puis d'un manque d'agentivité, puis tout ça. Fait que Jonathan voulait un peu à ce moment-là se positionner comme étant un joueur qui avait de l'agentivité sur son jeu, qui contrôlait sa destinée, notamment par les votes qu'il a orchestrés. Fait que c'était un peu ça, c'est que ça avait été reproché un peu à Emily à ce moment-là, de ne, pas à Emily, pardon, de reprocher à Aubrey de ne pas avoir été autant en contrôle, d'avoir un peu plus flotté dans le milieu, de justement de pas avoir mené des votes, mais après ça, c'est bien défendu. Mais je pense qu'après ça, de l'autre côté, t'as justement Jonathan qui a voulu capitaliser là-dessus et dire ben moi je l'ai fait, moi ça a été ça. Mais au final, comme tu dis, il a pas répondu à la question d'Emily. Quand on revient un peu au point, il a plus passé ce moment de discussion autour de cette question-là à répondre à la sous-question qui était même pas d'Emily elle-même. Fait que ça vient pas répondre à la mission puis aux besoins que Emily ressentait peut-être de recevoir ces informations sur la game des trois. Là. Exact. Puis Joe, lui, c'était surtout autour de se rendre compte qu'il a donné trop d'infos à trop de gens en même temps. Puis que ça l'a poussé à avoir un peu moins d'agentivité parce que tout le monde avait beaucoup d'informations. T'sais. Fait qu'il n'y avait pas de vote que c'est lui spécifiquement qui est comme je veux sortir cette personne-là. Exact. Puis tu sais, c'est plus une notion de ben je donnais des informations à qui je pensais qu'ils étaient des personnes de confiance, mais finalement elles étaient de l'autre bord, puis toute l'info que je donnais se retrouvait dans les oreilles du gens que je voulais pas. Fait que whoops. Mm-hmm. Puis tu sais, je trouvais que c'était une réponse honnête, quoique malheureusement ne lui donnait pas beaucoup de bons points dans le sens de oh oui, ce gars-là il mérite de gagner. Mais je le trouvais honnête dans le fait, de réaliser puis d'assumer que sa game était loin d'être parfaite. Mais après ça, c'est sûr que ça l'aidait pas à gagner. Non, c'est ça. C'était un petit peu trop tard. Puis ça nous mène pas mal à la dernière question de Christian qui finissait en beauté avec genre c'est quoi ton histoire cette saison-ci? Puisque tout le monde a une histoire. Lui, son histoire, c'est d'avoir bercé Joe puis de se chier dessus au jour 2. Mais il a demandé quand même l'histoire des trois. Qui gagne ou pas. Là. Ouais, exact. Ce qui est quand même une belle finalité à tout ça. Là. Ouais, puis ça vient un peu rejoindre ce qu'on dit souvent, qu'au final, le conseil de tribu final est une épreuve en soi où l'objectif est de vendre sa game. Que ce soit vrai ou non, c'est tout un combat marketing, c'est un combat d'histoire, c'est un combat narratif de pourquoi est-ce que ce que tu as vécu dans cette saison-là te mériterait la victoire à la fin. Que ce soit vrai ou non, il faut juste que ce soit convaincant. Il faut que ce soit... Ça a l'air vrai. Après ça, tu peux bien dire ce que tu veux. Puis pour Jonathan, lui, il a dit qu'il voulait se détacher de son image de meathead, hein, de gars musclé qui a pas de stratégie, que sa game sociale traîne un peu. Puis lui, il a parlé de beaucoup ce qu'il a appris depuis sa saison, ce qu'il voulait changer, avoir une game plus sociale, avoir une game plus stratégique, qui, selon moi, a mis de l'avant également. Là. Genre, c'est ce qui lui a permis de se rendre aussi loin. Tout ce travail personnel-là. Puis tant mieux pour lui. Là. C'est fun qu'il accomplit ses objectifs et de se rendre aussi loin en ayant accompli ça. Là. Ouais, tu sais, je pense que lui, son histoire, ça a été vraiment une notion de j'ai manqué ma shot la première fois, comment est-ce que je fais pour plus que ça réarrive? Ouais. Puis je pense que c'était bien expliqué. Il parlait beaucoup de la préparation qu'il a fait, de comment il a essayé de s'améliorer pour être un meilleur joueur. Puis ça, c'est tout à son honneur. Après ça, est-ce qu'on peut poser la question de est-ce que la préparation que tu as fait équivaut à ce que tu as fait dans la game? Puis est-ce qu'on doit t'évaluer comme gagnant sur ta préparation ou tes accomplissements dans le jeu? Puis je pense que malheureusement, sa réponse était plus une... Oui, il y avait une composante de ce qu'il a fait dans cette saison-ci, mais pour moi, elle était une réponse qui parlait plus de ce que Jonathan a fait entre ces saisons et non dans cette saison.
Fait qu'au final, pour moi, c'était plus une histoire de sa vie plutôt qu'une histoire de sa game. Ouais, mais Aubrey a fait un peu la même chose. Tu sais, elle a parlé de son histoire de ses 4 saisons, de sa victoire volée, de son échec à Game Changer, les apprentissages qu'elle a fait suite à ces défaites-là pour s'en aller dans la saison 50. Fait que, tu sais, d'un bord puis de l'autre, j'ai l'impression qu'ils ont été dans une même piste directionnelle de ça c'est moi du passé, ça c'est moi présent parce que j'ai appris de mes erreurs, j'ai appris de ce que je voulais changer dans ma game. Mhm. Fait qu'au final, une histoire Ouais. similaire. Mais les C'est, deux c'est de m'ont quoi? désatisfait là, comme réponse, je te dirais. Là. Ouais. Pis c'est, tu sais, Aubrey, c'est de quoi que, pas que je craignais, mais que je me doutais qu'elle arrivait, que elle allait être jugée pour l'entièreté de son œuvre et pas juste la saison 50. Là. Exact. Ben c'est là où j'en venais, tu sais. Pour moi, c'était sûr qu'elle allait faire ça, puis c'est correct, tu sais. Je pense que ça va un peu de soi dans une saison de All-Star où ton historique dans les saisons vont venir impacter comment tu vas jouer. On parle de amélioration en 2 saisons, on parle d'apprentissage. On en a parlé plutôt Ouais. dans le Final Tribal, puis c'est correct, ça va de soi. Par contre, moi, quand tu me poses cette question-là, on dirait que je l'anticipais plus de c'était quoi ton histoire cette saison. Tu peux l'idée Ouais. là-dedans avec ton historique, mais dire comment là, ton histoire s'est réécrite. Ou comme le nouveau / dernier chapitre de cette histoire-là s'est écrite. Mais j'avais l'impression que ces deux-là, autant Aubrey que Jonathan, se sont concentrés sur les chapitres qui ont été écrits avant, plutôt que le chapitre qui s'est écrit dans les 26 derniers jours. Fait que pour moi, les deux réponses m'ont comme un peu laissé sur ma faim. Puis là, j'ai l'impression que ça venait plus une notion, comme tu l'as bien dit, de est-ce qu'on évalue la carrière des joueurs ou est-ce qu'on évalue sur cette saison-ci? Mhm. Puis ben, dans le cas d'Aubrey, elle a un unfair advantage d'avoir 4 saisons plutôt que les autres, y en ont 2. Ben, c'est ça. Puis Joe, lui, de son côté, il est revenu sur une relation avec Eva, qui, c'est comme ils ont joué conjointement à deux. Fait que là, il revenait pour jouer tout seul pour lui-même, puis c'est ce qu'il a fait, puis qu'il prône il met de l'avant de juste avoir mangé un seul vote en 2 saisons, euh, qui était prêt à être vulnérable. Mais moi, on dirait que cet argument-là, plus que je l'entends, moins que c'est autant imposant que ça l'est. C'est comme, est-ce que c'est parce que t'as bien déjoué les choses ou c'est parce que t'as jamais été une menace, tu sais? Ouais. De pas Parce que, avoir reçu de vote. C'est que t'as pas connu autant l'adversité que d'autres. Tu sais, ça pose beaucoup plus de questions que de ah ben good job pour toi, t'es arrivé à avoir aucun vote. Tu sais. ouais. Je comprends d'où tu viens avec ça. C'est un bon point. Je pense que c'est comme une question de. Des fois, ça peut être vu comme super impressionnant de ne pas avoir pris de vote, puis des fois, ça peut être comme, mais pourquoi? Ouais. Puis il y a des joueurs où tu comprends pourquoi, parce que tu te dis, c'est parce que le monde avait peur que s'il il mettait un vote sur lui, ben il allait se faire sniper ou peu importe quoi. J'ai l'impression que dans le cas de Joe, ben il y a un peu de ça, de si tu mets son nom, ben il va devenir persona non grata contre toi. Mais Ouais. c'est aussi une affaire de, est-ce que à la fin de la saison 50, là, ça servait à personne d'éliminer Joe? Il était on présume une proie facile à la fin. Fait Mhm. que c'est sûr que tu vas pas te manger de vote quand le monde n'a aucun intérêt de t'éliminer. Yep. Fait que c'est pas mal ça qui a conclu les plaidoyers puis les questions des jurys. Ensuite, on est allé au vote final où Mhm. on a également appris, une fois que les votes ont été écrits par les membres du jury, que ça allait être révélé à Los Angeles à la réunion live qu'on a vue il y a maintenant 2 semaines. Donc les joueurs présents aux îles Fidji ne savaient pas qui remportait cette saison-là à ce moment-là. Comme Mhm. anciennement il se faisait à Survivor, les joueurs étaient laissés dans le noir pendant presque un an à savoir qui allait remporter la saison. Et Chris, veux-tu nous révéler le vote final de cette saison? Oui, j'essaie de trouver les chiffres exacts, puis j'y arrive pas, là. Mais c'est Aubrey qui remporte la saison avec la majorité des votes. Jonathan qui en a 2 ou 3, je dirais sûrement 3. C'était 8 Puis à 3. 8-3 et Joe qui en récolte 0. Comme à la bonne vieille habitude d'un top 3.
la majorité du temps, 2 personnes vont avoir les votes. Et la troisième personne va avoir sweet rien. Exact. Donc, la personne qui remporte les 2 millions de dollars, qui devient la grande gagnante Ouais. de Survivor 50 in the Hands of the Fans, c'est Aubrey Bracco. Donc, 4 fois, mais finalement, la quatrième fut la bonne pour elle, Oui. qui, après une défaite controversée à Karong, sa première saison, réécrit finalement son histoire avec une fin positive et remporte une saison de Survivor. Comment tu te sens par rapport au fait que Aubrey soit la gagnante de cette saison-là? Je trouvais qu'on sent. Je trouvais que le edit le mettait beaucoup de l'avant depuis l'épisode précédent. Ouais. Genre, ses confessionnaux ont triplé, puis elle avait beaucoup de temps d'écran, puis j'étais comme, oh, qu'est-ce qui se passe? T'sais. Fait que, juste pour ce côté-là, je trouvais ça un peu dommage que ce soit autant mis de l'avant. Mais après ça, Aubrey, dans le contexte du Final 5, dans le contexte du Final 3, je trouve qu'elle méritait, elle s'est bien défendue, puis elle s'est battue jusqu'à la fin. Est-ce que ça me convainc au niveau de Aubrey? Non. Encore une fois, je suis mitigé sur le personnage qui est Aubrey, mais elle a pas eu une saison facile, puis elle a su remonter la pente. Fait que de ce côté-là, je suis pas du tout déçu par qui remporte la saison. Ouais. On dirait que moi, le seul problème que j'ai avec la victoire de Aubrey, c'est même pas quelque chose qu'elle a créé d'elle-même, c'est en fait la manière dont son histoire a été montée. Puis, parce que je trouve que la game d'Aubrey, quand tu la regardes, quand tu l'analyses comme une underdog qui a passé à travers tous les obstacles pour se rendre à la fin, tu te dis, ok, c'est une game quand même solide, elle s'est démerdée, elle a sorti plus d'un tour dans son sac pour arriver à une position où elle était l'unique gagnante restante potentielle, tu sais. Mais de la manière que ça a été montré, puis c'était un point qu'on avait discuté un peu plus tôt là, dans les derniers épisodes, où Aubrey avait juste l'air d'être désagréable pendant la moitié de la saison, avait pas on dirait qu'elle avait pas envie d'être là, que tout la faisait chier, que c'était pénible, que c'était lourd, puis ça la rendait vraiment peu sympathique. Puis tu sais, je l'écoutais toute la saison, je l'écoutais avec Jeanne, ma copine, que vous avez peut-être déjà vu sur les exclus quand on analysait Survivor Québec saison 1. Mais tu sais, elle était comme, mais Aubrey, elle connaissait pas Aubrey des autres saisons. Elle était comme, c'est qui elle? Elle est donc bien désagréable. Puis c'est fou de se dire que la personne qu'on trouvait désagréable est finalement la gagnante de la saison, puis la représentante, puis une représentante de Survivor, puis de cette saison 50-là, pour moi, qui se vaut, mais son montage était dégueulasse. Oui. Genre, elle était tellement... Tu sais, comme, il y avait toutes les clés en main de faire d'Aubrey une joueuse pour qui on aurait voulu router, puis une underdog qui se défend contre l'adversité, puis qui sort des chapeaux de son sac, mais à la place, ils l'ont juste monté comme quelqu'un de dégris et désagréable pour la moitié de la saison, puis enfin, à la fin, on dirait que ça débloquait, puis c'était plus quelqu'un qui avait mangé des coups, puis là, qui était comme un peu tanné, mais qui se rebattait, puis qui se relevait les manches, puis qui reprenait confiance en ses moyens. Mais était où cette Aubrey-là toute la saison? Était où la Aubrey qui était agréable dans ses premières saisons, tu sais? Ouais. C'est un peu la même chose qu'on pourrait dire sur le montage de Tiffany, qui s'est rendu au Final 5 tout de même, là. Fait que quand ils ont décidé de peu la montrer en début, puis que finalement son côté combatif il est arrivé plus tard, puis qu'ils ont mis ça de l'avant, je suis comme, ok, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous présentez le monde de même? Ouais. Fait que, tu sais, pour moi, j'ai l'impression que Survivor 50, malheureusement, autant que il y a des... Tu sais, je me rappelle au début de la saison, quand on était optimiste, on avait du fun avec les premiers épisodes et tout. Avec le recul, je pense qu'on va voir... On va se rappeler beaucoup de Survivor 50 comme une saison d'opportunités manquées, où la prod avait un plateau doré pour prendre plein de bonnes décisions. Puis je pense que malheureusement, ils en ont pris plein de mauvaises avec les options dorées qui s'offraient devant eux. Parce que j'ai l'impression que les bobos de cette saison-là sont pour la grande majorité auto-infligés. Ouais, aussi dit, voté par les fans, mais on est comme... Mais quel fan? Genre... Ouais. Quel fan a voté pour ça? Puis peut-être C'était tellement des questions ouvertes que j'ai l'impression qu'on n'a pas exactement voté pour
ces Ouais. trucs-là à 100%. J'aurais vraiment voulu avoir je sais pas si les stats étaient disponibles pour vrai, parce que tu sais, des fois, Jeff il disait genre les fans ont voté à 65% pour telle affaire. Comme j'aurais voulu voir ces vraies stats-là. Tu sais, comme peut-être que c'est les vraies stats, puis que au final, ce que notre opinion de Survivor, puisque la frange des fans de Survivor qu'on représente est peut-être vraiment plus minoritaire qu'on le pense. Puis je pense que, en effet, Ouais. peut-être on a tendance à un peu vivre dans notre écho-chambre de nerd de Survivor, puis que t'as plein de fans de Survivor qui, au lieu de commenter sur Reddit puis d'analyser le jeu de notre manière, le font sur Facebook puis voient le jeu d'une autre manière complètement différente. Puis pour eux, le firemaking, c'est la meilleure chose. Puis les Mhm. twists, ils adorent ça. Puis peu importe. Puis c'est juste nous qui sommes Ça, puristes. ça doit être ça, là, parce que, tu sais, veux pas, où est-ce qu'on voit d'autres commentaires similaires à nous, mais c'est d'autres places de contenu Survivor. Fait que, tu sais, c'est pas la place que monsieur, madame, tout le monde va aller et va donner son opinion sur. Ah, j'adore ces motions, j'aimerais ça le voir 13 fois d'affilée. Ouais. Mais ouais, tout ça pour dire que, tu sais, je veux pas que tous ces commentaires-là enlèvent à ce que Aubrey a accompli. Tu sais, je pense que Aubrey est une bonne représentante de Survivor 50. Je pense Mhm. que ça boucle bien cette saison-là. Je veux t'amener par contre sur une autre discussion, puis ça peut être une dernière discussion avant qu'on passe à la Oui. suite pour l'histoire de Survivor. Il y a eu un débat puis une discussion suite à la saison par rapport à la réaction de Jonathan suite à sa défaite, où il a été Oui. extrêmement déçu de sa défaite et Mhm. même par après extrêmement amer face au jury. Ouais. Puis lui qui disait, puis qui reprochait au jury de ne pas avoir été ouvert d'esprit envers sa game. Mhm. Et que un peu laissait sous-entendre que la raison pourquoi Aubrey avait gagné, c'était notamment parce qu'elle avait des amis sur le jury et que les gens ont voté pour leur amitié plutôt que pour le jeu pur. Qu'est-ce que Mhm. t'étais-tu au courant de ça, puis oui ou non, puis qu'est-ce que t'en as pensé, qu'est-ce que t'en penses, autant que ce soit des informations nouvelles ou que tu savais déjà ce que j'allais présenter ici. Là. Ouais, ben j'ai vu ça passer, veux pas. Jonathan, dans à peu près toutes ses interviews post-saison qu'il a faites, c'est genre, je comprends pas trop pourquoi j'ai perdu. Puis il s'attendait vraiment à gagner la saison. Puis je pense que tous les points qu'il apporte au niveau de sa game à lui sont valides. Je pense que il y a eu de l'amélioration, il a travaillé fort, ça l'a paru. Après ça, je pense où ce qui l'a échappé, c'est vraiment sa gestion du jury. C'est aussi simple que ça. Ouais. Que il a blindsidé tout le monde parce qu'il jouait duo. Il y avait toute son alliance de personnes, on se le cachera pas, un peu désagréables. Ah! Fait que tu sais, c'est sûr que ça laisse un mauvais goût en bouche de comme, ok, c'est eux qui nous sortent, là, comme on n'a rien pu faire parce qu'il y avait tous les outils de leur bord, puis on n'a pas su se rallier de notre côté et tout. Fait que, puis tu sais, avoir des personnes comme Stephanie puis Chrissy qui, basically, le met sur un trône d'or avec une couronne qui lui appartient pas encore, ça fait juste pousser encore plus cette narrative-là de comme, ok, mais vous avez pas vu ce que tous les autres ont fait pour essayer de vous déjouer, puis je sais pas, je pense que c'est ça. Il y a vraiment un gros côté de gestion du jury qui a pas fait, puis que Aubrey, vu qu'elle a parlé à tout le monde, veut pas, elle a pas eu le choix. Ouais. Ben c'est ça, moi c'est là où je te rejoins, tu sais, je pense que c'est en fait, moi, c'est que je trouve qu'il y a un petit peu une hypocrisie là-dedans, au sens où ben, tu as justement des membres du jury qui n'écoutaient pas les autres et faisaient juste encenser Jonathan. Fait que je pense Ouais. que le biais qu'il reproche au jury qui a voté pour Aubrey était tout aussi vrai de son côté pour les gens qui ont voté pour lui. Tu sais, je pense que la Mhm. personne qui avait le plus d'ouverture envers les autres de son groupe, c'était Coach. Ça en dit long, là. Ouais. Fait que, tu déjà, de un, je trouve que je comprends d'où il vient avec ça. Puis je pense qu'il y a un fond de vérité là-dedans. Je pense qu'en effet, il y a des gens qui ont voté pour Aubrey parce que c'était, entre autres, des amis. Ouais. C'est la nature des saisons All-Star. Euh, L'autre point où je peux entendre Jonathan, c'est que c'est vrai que on peut penser, ou il y a peut-être un facteur de la carrière
de Aubrey qui a également été prise en considération dans le vote. Et c'est vrai qu'à ce point-là, Jonathan est à un désavantage. Ça, c'est vrai, c'est indéniable. Est-ce que c'est comme ça que les gens ont voté? On le sait pas, mais... C'est surtout ce point-là qui vient me rejoindre que je trouve ça dommage pour la game à Jonathan. C'est justement, il y avait moins d'impact que l'histoire d'Aubrey, tu sais. Exact. Par contre, comme tu dis, je pense qu'il y a des fautes, puis il va falloir qu'il les assume, ces fautes à son jeu. Il a joué une bonne game, mais il n'a pas joué une game parfaite. Puis c'est un peu le même principe de pourquoi Boston Rob n'a pas nécessairement tout le temps gagné. C'est le même principe que pourquoi Russell Hantz n'a pas nécessairement gagné. C'est pas parce que tu joues une bonne game stratégique ou que tu joues une game améliorée de ta dernière fois ou peu importe quoi, ou que tu joues la meilleure game que tu es capable de jouer toi, que tu es le meilleur joueur dans ta saison ou que tu es le joueur que les gens sur le jury veulent voir gagner. Fait que pour moi, puis le dernier argument que j'ai contre un peu le chiolage ou les points amenés par Jonathan, c'est ben si tu avais si peur que ses amis sur le jury lui donnent la victoire, t'avais juste à la sortir plus tôt. Genre, c'était aussi simple que ça, là. Vous arrêtez pas de dire que Tiffany a plein d'amis sur le jury, ça va être dangereux. Ben, Aubrey était pas mieux, là. Non, c'est ça. Puis vous l'avez laissé flotter jusque-là, fait que, au contraire, je pense que le jury a pas voté parce que il voulait récompenser Aubrey. Ils ont voté pour Aubrey parce qu'elle a réussi à se rendre là quand elle aurait jamais dû se rendre là. Par la logique, justement, du fait que il y aurait pas avoir des arguments pourquoi les gens auraient voulu voter pour elle, même qui dépasse sa propre game, là. Ça nous laisse une dernière chose. Mais avant cette dernière chose, Survivor ont voulu aller contre leur malédiction de la voiture qu'on avait parlé la semaine juste avant parce que Survivor Québec avait révélé que le prix du public allait avoir un Toyota Tacoma. Puis nous, on nous voit la discussion de il y a une malédiction autour de ça. On sait toujours pas qui a gagné la Toyota Tacoma au Québec, mais ils ont voulu briser la malédiction aux US et ils l'ont donné poste à Aubrey, que j'ai trouvé un peu random, là. Et genre, ça avait pas été dit nulle part. En tout cas, moi, j'ai pas vu ça passer, puis c'est juste comme, voici 2 millions et un char! Ouais. Ben après ça, good for Aubrey, rendu là. Après ça, je pense que j'aurais... Ben c'est ça filait un peu genre... Un peu tout... Ben tu sais, comme j'ai vu beaucoup de monde dire que ça filait un peu too much à la même personne. Il y en a qui étaient comme ça aurait pu être le prix pour la personne en deuxième place, je sais pas trop. Ouais. Après ça, le Sia Money était de retour, Siri elle l'a gagné. Ouais. Fait que ça c'est le fun. Mais good for Aubrey. Rendu là, tu sais, honnêtement, j'ai pas vraiment d'opinion sur qui aurait dû ressortir avec le char. Je pense que le sentiment de se dire genre c'est too much d'avoir 2 millions et le char vient aussi du fait que je pense que le monde sont pas satisfaits de la victoire de Aubrey. Non. Mais puis il aurait voulu aussi que le truck soit parké encore plus loin qu'il Oh était. my god, c'était long. Cette finale était si weird, man. Si weird. Tu l'as dit, unhinged. Cette finale-là était sur le crack, man. Ouch. Mais ça nous laisse la dernière chose, la New Era. La Open Era, plutôt. La Open Era, qui est la façon qu'ils ont appelé l'ère à suivre. Qu'est-ce que ça veut dire, la Open Era? C'est-à-dire que tout ce qui a déjà été fait ou n'a pas été fait encore peut avoir lieu. Fait que viens un peu mettre un baume sur nos cicatrices de la New Era de OK, on va peut-être pas avoir 4 saisons à peu près identiques back-à-back. Fait que ça me rend déjà optimiste à ce qui s'en vient. Et ce qui me rend le plus optimiste, c'est 2 tribus pour débuter la saison. Ouais. Donc, on a pu voir dans la bande-annonce de la saison 51 que je vous invite à aller voir si c'est pas déjà fait. Qu'en effet, on dirait bien qu'il va y avoir 2 tribus initiales, ce qui est déjà un changement par rapport aux 15 dernières saisons quasiment. Donc, très, très, très hâte de voir ça. Ça, je trouve ça le fun. J'ai hâte de revoir les dynamiques de grosses tribus de début de saison, comme on était habitué de voir à Survivor Québec avec les saisons 1, 2, 3,
qu'on est habitué à Survivor en Australie, etc. C'est le classique un peu entre guillemets de Survivor. Pas que j'aille 3 tribus, mais j'étais tanné, comme toi, puis comme plein des gens, de tout le temps réutiliser la même formule. Si le Open Era leur comme permet un peu de se redonner la malléabilité de changer la formule du jeu de temps en temps, puis de justement garder les joueurs un peu sur le qui-vive, ça, je suis pas contre. Ma réserve que j'ai face à Survivor 51, le Open Era, peu importe, est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont rien compris des erreurs qu'ils ont faites également dans le New Era puis dans les dernières saisons, dont la saison 50? T'sais, une des grosses erreurs était la répétition de la formule. Parfait, vous avez compris que c'était une erreur. Génial. Est-ce que vous avez aussi compris que vos dernières saisons étaient over-designées comme il n'y avait pas de bon sens? Avec des twists non-stop où le gagnant de la fin de la saison file plus comme un gagnant de la loterie que comme un gagnant d'un jeu. J'exagère un peu mon opinion, je pense pas que c'est 100% ça, mais je pousse un peu ça à l'extrême pour le bien de la réflexion, tu sais. Ouais, l'Open Era, je vois les craintes, qu'est-ce que ça peut amener, c'est comme, ok, vous aimez pas le Mergatory, on va le ramener, mais là, ce sera pas pareil. C'est comme, ben, tu sais, je pense qu'il y a des choses que vous pouvez laisser en arrière puis pas retourner, là. On n'est pas obligé de retourner à plusieurs twists qu'il y a eu dans les dernières années, plusieurs twists qu'il y a eu dans le passé également. Fait que c'est de bien choisir tout ça, puis de mix and match, mais pas juste se tenir à tout ça. Ouais, exact. C'est juste de... Si le principe est juste de... Tu sais, je veux dire, parce que techniquement, là, les saisons, on va dire de 10 à 25, c'était un open era, il y avait des twists différentes à chaque saison, il y avait un gameplay qui différenciait à chaque saison, puis il n'y avait pas besoin de nommer ça comme le open era de machin chouette, là, c'était juste le jeu. Puis le jeu, il y avait des twists qui se rachetaient une fois de temps en temps, il y avait des variantes qui se faisaient, il essayait des affaires, puis ben, la saison après, ben, ça rechangeait à d'autres affaires, puis c'était pas parfait tout le temps, il y a eu des très mauvaises saisons là-dedans, il y a eu des excellentes, puis c'est juste l'expérimentation, le cast, les bonnes twists, les mauvaises twists qui vont influencer après ça le résultat de tout ça. Mais pas besoin de le marketer comme étant tout est possible. Ça devrait être ça à la base. Ouais. Mais là, on dirait que vu qu'ils ont brandé la New Era en tant que New Era, il n'y avait pas le choix de brander. C'est un fait. La prochaine ère. Tu sais, comme il y a tout un contexte de marketing aussi derrière ça que je suis comme bon. Ils se sont peinturés un peu eux-mêmes dans un coin, fait qu'ils n'ont pas joué de l'assumer puis de donner un nom. Je reste quand même optimiste à le futur de Survivor. J'ai une dernière question pour toi. Vas-y. Parce que j'ai vu de quoi intéressant, puis je veux avoir ton avis là-dessus. J'ai vu du monde parler post-saison 50 qui ont l'impression que Survivor met de l'avant un Rick Devens en tant que successeur animateur à Jeff Probst. Intéressant. J'ai pas vu ça passer, mais ça me surprendrait pas. Tu sais, il y a comme le moment... Le monde, il était comme, il y a le moment où que Jeff, il faisait l'épreuve avec eux, puis qu'une fois que Rick était sorti, il était comme, bon, enfin, quelqu'un va pouvoir narrer, disons, l'épreuve. Il y a une couple d'affaires de même, tu sais, toutes les bits qu'il laissait faire à Rick, puis son amour du jeu. Fait que, tu sais, le monde, il se pose la question de comme, est-ce que c'est les producteurs, est-ce que c'est CBS qui essaie de laisser un peu plus de place à Rick, voir si ça l'intéresserait. Je sais pas. Ben, honnêtement, j'adore Rick, là, ça c'est pas un secret. J'aime beaucoup Rick, j'aime sa manière de jouer. Évidemment, c'est quelqu'un qui travaille en télévision déjà comme animateur télé. Donc, de téléjournal, tout ça. Donc, clairement, c'est quelqu'un qui est familier avec le monde de la télé, qui a une voix de télé, qui sait comment ça fonctionne, l'envers du décor. Fait que je suis définitivement pas contre. Je pense que c'est quelqu'un qui a une personnalité le fun, qui peut rendre le show excitant par sa présence. Fait que tout ça, je suis genre, oui, let's go, why not, pourquoi pas. Là où je me pose des questions, c'est comment, exemple, un Rick Devens va gérer un conseil de tribu. Comment Rick Devens va...
Puis peut-être qu'il va être peut-être qu'il est super capable puis qu'il serait excellent. Je le sais juste pas. C'est juste j'ai des petites réserves. Ben pour ça, je trouve pas que Jeff est parfait non plus. Je pense que Jeff est somme toute, Jeff est un très bon animateur pour Survivor. Il est pas parfait. Il y a des défauts, il y a des problèmes. Mais somme toute, Jeff a été et est un excellent animateur pour Survivor. Je pense que c'est un producteur questionnable at best. Mais je pense que c'est un très très bon animateur. Oui. À voir qui pourrait un jour prendre sa place. Je pense que la piste Rick Devens a bien du sens. Toi, t'en penses quoi? Ouais, moi je suis d'accord aussi. Je me suis jamais caché auprès de mon amour pour Rick Devens, surtout depuis son élimination. Puis ça ferait bien du sens. Puis faut pas se cacher, là. À un moment donné, Survivor se fait vieux et Jeff en même temps aussi. Ouais. Éventuellement, va vouloir prendre un break de faire deux voyages à l'étranger par année, back-à-back, sur une longue période, pour travailler sur un show demandant. Là. C'est sûr que c'est demandant même pour la production. Fait que, éventuellement, il va vouloir un peu plus de repos, malgré qu'il l'a durant la saison morte. Qui enregistre pas Survivor, mais il veut pas, il y a aussi du marketing à faire là-dedans, il y a aussi de la pré-prod à faire pour les prochaines saisons, la prochaine ère, des choses comme ça. Fait que ça en demande beaucoup à quelqu'un, puis éventuellement, il va prendre sa retraite. Exact. Fait, non, mais je pense que c'est pertinent de se poser la question de qui pourrait prendre le relais après. Puis je pense que, en effet, la piste Rick Devens est intéressante. J'essayais de réfléchir rapidement à qui d'autre pourrait prendre sa place. Puis je suis sûr qu'il y a des bons noms auxquels je pense pas en ce moment. Mais ben dites-nous en commentaire. On va vous lancer la question pour finir le podcast. Ben de un, on veut entendre évidemment votre avis sur cette finale-là, sur cette saison-là. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous avez pensé de la finale? Est-ce que vous êtes satisfait du résultat? Mais la petite question bonus de la journée là, qu'on serait curieux de vous entendre, c'est admettons, parmi tous les joueurs là, que vous connaissez là, de Survivor US, on va garder ça à US, qui serait le meilleur animateur pour prendre la place de Jeff? Puis là, je dis les joueurs, si vous avez une personnalité médiatique autre que vous pensez qui pourrait être bon, pourquoi pas mettez-les? Dites-le nous. Mais s'il y a un joueur, je trouvais ça intéressant de voir parmi les joueurs pour comparer avec Rick Devens, mettons. Dites-nous qui vous pensez qui pourrait prendre la place de Jeff un jour venant sa retraite. Mais voilà, je pense que ça met fin à notre podcast et donc à la saison 50 de Survivor US. Déjà, ça a passé tellement vite. J'ai l'impression que ça a été la saison la plus rapide et la plus longue de ma vie. Oui. Mais ça n'a pas été évident, mais non. on était content de le faire semaine après semaine, aux 2 semaines. Puis de vous offrir des podcasts aussi longs que courts. Oui. Durant la saison. Mais on est toujours content d'être là, on est toujours content de vous voir et de vous offrir ce beau podcast, cette belle plateforme. Merci d'avoir été là. Merci à toi, Raph. Merci à toi, Christian. En effet, merci à tout le monde. Comme on a fait allusion, ça n'a pas été la saison de podcast la plus facile pour les exclus. Autant des problèmes d'horaire, des problèmes de situations imprévues niveau personnel, etc. Donc, on apprécie vraiment que vous soyez restés avec nous semaine après semaine. On apprécie votre compréhension et votre patience. Puis on a hâte de pouvoir regarder les prochaines saisons avec idéalement beaucoup moins de mots de tête à venir pour enregistrer tout ça. Mais oui, merci. Merci à toi, Chris, encore une fois, de prendre du temps semaine après semaine de ton horaire chargé pour faire ces podcasts-là avec moi. J'apprécie tout le temps, année après année, de faire ça ensemble. Puis longue vie aux exclus. J'ai juste hâte de voir qu'est-ce que les prochaines saisons vont amener à Survivor, puis vont nous amener à nous dans les podcasts. Et on espère que pour vous, vous êtes excités de ce qui s'en vient là, sur les exclus. Autant pour Survivor Québec saison 4 qui n'est pas terminée, qu'on va rattraper nous aussi de notre côté sur la chaîne bientôt. Et ensuite, là, les prochaines... on va faire de notre mieux. Puis, et ensuite, là, les prochaines aventures de Survivor un peu partout dans le monde. Donc, il me reste plus qu'à, pour la dernière fois de la saison de Survivor 50, faire la petite outro. Merci tout le monde d'avoir été là. Si vous voulez vous abonner pour ne rien manquer de la fin de Survivor Québec et la Open Era de Survivor qui va s'en venir à l'automne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à aimer cette vidéo si vous avez apprécié le contenu.
N'hésitez pas à partager la chaîne, le podcast, etc. à ceux que vous pensez qui pourraient être intéressés de découvrir un peu plus d'informations sur Survivor, Québec et US. Il nous reste plus à vous dire merci tout le monde d'avoir été là. À la prochaine, prenez soin de vous. Ciao. Bye!